Le hurlement strident de la sirène d'urgence déchira le calme du matin sur la base aérienne de Nellis. Le son fendit l'air comme du verre brisé sur du béton. Au milieu du tarmac, le colonel Richard Hale, commandant de l'escadron d'élite de F-15 Strike Eagle, se tenait droit dans sa combinaison de vol impeccablement repassée, baigné par le soleil cru du désert du Nevada. Un sourire amusé durcit sa mâchoire carrée, tandis qu'il observait, au loin, l'enceinte de l'unité cynophile. Plusieurs conducteurs y faisaient travailler leurs chiens militaires, répétant les routines matinales. « Des promeneurs de chiens !» lança Hale, avec un rire méprisant, en se tournant vers les pilotes rassemblés pour le briefing. Ces mots traversèrent l'espace ouvert avec cette cruauté nonchalante propre à ceux qui ne doutent jamais de leur supériorité. Pendant qu'on file à Mach 2 pour défendre l'espace aérien américain, eux jouent à la balle avec des bergers allemands surdimensionnés. Quelques rires fusèrent autour de lui, certains francs, d'autres plus gênés. Le lieutenant Daniel Moore, son adjoint, ajouta sa touche avec un sourire narquois. Il paraît qu'il touche même une prime de combat pour ramasser les crottes. Pas mal, comme métier à risque. À une centaine de mètres de là, la sergente Megan Cole, à peine 1,65 m, dans son treillis désert, vérifiait le matériel d'entraînement lorsque les moqueries lui parvinrent. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon réglementaire parfait, pas une mèche déplacée malgré la chaleur qui montait déjà. Ses yeux bleus restèrent fixés sur sa tâche, sans trahir la moindre réaction. Elle avait l'habitude. Les plaisanteries, les remarques condescendantes, l'idée tenace que travailler avec des chiens faisait d'elle une soldate de seconde zone, loin derrière ceux qui pilotèrent des chasseurs ou partaient au combat fusil à la main. À l'ombre des structures d'entraînement, 17 chiens militaires reposaient. Leurs corps semblèrent détendus, mais jamais complètement relâchés. Le groupe rassemblait des Malinois belges, à l'intensité presque lupine, et des bergers allemands spécialisés dans la détection d'explosifs. Chacun représentait des années de formation pointue, une valeur dépassant celle de bien des maisons. Aux yeux d'un observateur non averti, ils n'étaient que des chiens faisant une pause, puis d'un seul mouvement, toutes les oreilles se dressèrent. Les têtes pivotèrent vers l'est en direction de l'installation de stockage de carburant à 500 mètres de là. Le chien de tête, un malinois massif au pelage noir et feu nommé Ranger, se leva avec la souplesse silencieuse d'un prédateur qui pressent le danger. Megan remarqua le changement instantanément. Cette année passée avec des chiens militaires lui avait appris à lire leur langage mieux que celui de la plupart des humains. Les poils de Ranger ne se hérissaient pas par agressivité, mais en alerte. Son museau pointait vers les réservoirs et un gémissement grave s'échappa de sa gorge. Un son qu'elle n'avait entendu qu'une seule fois auparavant, lors d'un exercice qui avait très mal tourné. Une seconde plus tard, le monde explosa. La déflagration frappa comme un coup physique. Une vague d'air brûlant et de bruit projeta plusieurs personnes begies à genoux. Une colonne de feu s'éleva à plus de 30 mètres dans le ciel, tandis qu'une fumée noire gonflait en un champignon digne d'un champ de bataille. L'onde de chaleur balaya la base tel un tsunami invisible, picotant la peau de Megan malgré la distance. Les vitres des bâtiments voisins éclatèrent les unes après les autres, claquant comme une rafale d'armes automatiques. Le colonel Hale chancela, toute son arrogance s'évaporant aussi vite que la rosée du matin sous la fournaise. Bon sang, c'était quoi ça? Il saisit sa radio et bascula sur la fréquence d'urgence. Contrôle, ici Hale. Explosion majeure à l'installation carburant. J'ai besoin d'un état des lieux et des équipes de secours immédiatement. Megan était déjà en mouvement, ses mains sécurisant l'aire d'entraînement avec une efficacité mécanique. Pourtant, quelque chose clochait. Les 17 chiens ne paniquaient pas, comme on aurait pu s'y attendre. Au contraire, si Miss Noah, ils s'organisaient, adoptant une formation qu'elle n'avait vue que lors d'exercices tactiques. Ranger se tenait en tête, le corps tendu comme un ressort, le regard fixé au-delà du mur de flammes qui s'étendait depuis les réservoirs éventrés. Le master-sergent Thomas Grant, vétéran buriné de l'unité cynophile avec 23 ans de service, arriva en trottant jusqu'à elle. Son visage portait l'inquiétude de ceux qui sentent une situation leur échapper. « Cole, il faut évacuer les chiens tout de suite. » Le feu se propage vers les hangars de maintenance. Megan secoua la tête sans quitter Ranger des yeux.
Il y a quelque chose qui ne va pas, sergent. Regardez-les. Ils n'ont pas peur. Bien sûr qu'ils ont peur, répondit Grant, même si sa voix manquait déjà de conviction en observant leur comportement inhabituel. Tout être vivant craint le feu. C'est l'instinct de survie. À cet instant, la radio accrochée à la ceinture de Megan grésilla. Une voix paniquée traversa les parasites. « Urgence! Urgence !» Le sang de Megan se glaça. « Ici le chef Brian Lawson. Hangar de maintenance 7. Nous avons 23 personnes coincées à l'intérieur. La sortie principale est obstruée par des débris suite à l'explosion, et le feu progresse vers notre position. Nous avons besoin d'aide immédiatement. » L'esprit de Megan Cole assimila l'information en une fraction de seconde. Distance, direction du vent, vitesse de propagation de l'incendie, tout se mit en place comme une carte tactique. Le hangar se trouvait pile sur la trajectoire de l'enfer en expansion. Les équipes de lutte contre l'incendie n'étaient pas encore pleinement déployées. Le temps qu'elles arrivent, évaluent la situation et agissent, il serait peut-être déjà trop tard. Ranger aboya une seule fois, un son sec, autoritaire, qui trancha le chaos ambiant. Les 16 autres chiens se placèrent aussitôt derrière lui, formant une ligne compacte, muscles tendus, prêts à agir. Megan avait déjà vu ça. Pas lors d'un entraînement, dans un autre endroit, un autre temps. Un souvenir qu'elle avait passé des années à tenter d'enterrer. Les chiens ne se préparaient pas à fuir. Ils se préparaient à avancer. La voix du colonel Richard Hale tonna soudain sur la fréquence d'urgence, nette, tranchante, indiscutable. Tout le personnel doit évacuer immédiatement vers les zones de sécurité désignées. Les équipes de suppression incendie sont en route. Aucune tentative de sauvetage individuel. Je répète, aucune opération de secours non autorisée. Megan sentit le poids de l'ordre s'abattre sur elle, le genre d'ordre qui brisait des carrières quand on le désobéissait. Mais elle sentit aussi autre chose. Quelque chose qui était resté en sommeil depuis 3 ans, depuis son arrivée à Nellis, depuis qu'elle avait accepté de devenir invisible, une simple conductrice de chiens, parmi tant d'autres. C'était la même sensation qu'autrefois, dans les montagnes poussiéreuses du Moyen-Orient, quand tout avait dérapé, et que la seule chose séparant la vie de la mort avait été sa capacité à faire confiance à son instinct plutôt qu'aux ordres. La lieutenante Emily Parker, médecin affectée à l'hôpital de la base, arriva en courant vers l'enceinte cynophile. Ses cheveux roux s'échappaient déjà de leur coiffure réglementaire, et son visage affichait la concentration implacable de quelqu'un habitué aux urgences. « Megan, il faut sortir ces chiens d'ici. La fumée seule peut les tuer si le feu se rapproche encore. » Mais, tandis qu'Emily parlait, Ranger fit 3 pas délibérés, vers les flammes, pas en arrière. Les autres suivirent, conservant leur formation avec une précision presque militaire. Ils ne fuyaient pas le danger. Ils s'en approchaient avec intention. « Ils entendent quelque chose, » dit Megan à voix basse, presque couverte par le rugissement du feu et les sirènes qui hurlaient désormais sur toute la base. Quelque chose que nous ne pouvons pas percevoir. Le master-sergent Thomas Grant lui saisit l'épaule. Sa prise était ferme, mais sans brutalité. « Cole, ce sont des actifs militaires de grande valeur. On ne peut pas les laisser courir dans un brasier parce qu'ils entendent des choses. Le colonel Hale nous fera payer si on perd 17 chiens pour un comportement paniqué. » Megan se tourna vers lui. Et pour la première fois depuis son arrivée à Nellis, Thomas Grant vit quelque chose dans son regard qui le força à reculer d'un pas, presque malgré lui. Ce n'était ni de la colère, ni de la peur. C'était ce calcul glacé qu'il n'avait vu que chez des vétérans de combat, ceux qui avaient déjà pris des décisions où chaque seconde séparait la survie de la mort. « Ils ne paniquent pas, » dit-elle avec une certitude absolue. « Ils réagissent à quelque chose de précis. Les gens coincés dans le hangar produisent probablement des sons hors de notre spectre auditif, des fréquences ultrasoniques dues au stress, des vibrations transmises par le sol quand ils bougent. Les chiens savent exactement où ils sont. » La radio grésilla de nouveau. « Unité cynophile, ici le colonel Hale. Évacuez ces animaux immédiatement. C'est un ordre direct. Nous ne perdrons pas des ressources militaires à cause d'un instinct animal. » Megan regarda la radio. Puis les 17 chiens, tous tournés vers l'enfer de feu. Puis le mur de flammes qui gagnait du terrain, seconde après seconde. Elle pensa aux 23 personnes prisonnières du hangar, à leur voix qui s'éteignait peut-être déjà à mesure que la fumée envahissait leurs poumons. Elle pensa aux ordres, aux conséquences,
à la vie calme et prévisible qu'elle s'était construite ici, à cette existence anonyme où personne ne la regardait vraiment. Ranger aboya de nouveau. Cette fois, il tourna la tête et planta son regard sombre directement dans le sien. Dans ses yeux, Megan reconnut exactement ce qu'elle avait vu, 3 ans plus tôt, dans le regard d'un autre chien, juste avant que tout ne bascule. Une confiance totale, absolue, celle qui n'existe qu'entre des combattants ayant déjà affronté la mort ensemble. Megan détacha sa radio et la posa sur la table de matériel. Le geste était lent, délibéré, sans ambiguïté. Elle venait de se retirer de la chaîne de commandement. Les yeux de Grant s'écarquillèrent quand il comprit. « Megan, ne fais pas ça. Tu vas ruiner ta carrière. Hale ne pardonne pas l'insubordination, surtout venant du personnel de soutien. » Megan enfila ses gants tactiques avec une efficacité acquise par l'habitude. Chaque geste était sobre, précis, sans la moindre hésitation. 23 personnes y sont sur le point de mourir, sergent. Leur carrière, à elle, sera terminée aussi. Définitivement. Elle esquissa un signal de la main, si rapide et discret que Thomas Grant le manqua presque. Les 17 chiens, eux, n'en ratèrent pas une miette. Le corps entier de Ranger se transforma en une fraction de seconde. La tente se mua en action pure. Il s'élança vers le feu, non pas dans une fuite désordonnée, mais selon une trajectoire tactique, fluide et maîtrisée. Exactement le type de déplacement que Megan lui avait inculqué au fil de centaines d'heures d'entraînement. Les autres suivirent aussitôt, parfaitement synchronisés, se déployant en formation de recherche afin de couvrir un maximum de terrain tout en restant à portée les uns des autres. « Arrêtez ces chiens !» La voix du colonel Richard Hale traversa le tarmac lorsqu'il vit les silhouettes canines foncer vers la zone de danger. Plusieurs agents de sécurité se mirent en mouvement pour intercepter le groupe, mais Megan courait déjà, s'engouffrant derrière ses chiens dans le mur grandissant de chaleur et de fumée. Derrière elle, elle entendit Hale hurler dans sa radio. « Sécurité, je veux que la sergente Cole soit immédiatement interpellée. Elle viole des ordres directs et met en danger des ressources militaires. Arrêtez-la avant qu'elle ne fasse tuer ses chiens. » Mais Megan n'écoutait plus. Son monde s'était réduit à 2 réalités. Les 17 chiens devant elle et les 23 vies suspendues à chaque seconde qui passait. En courant, son corps retrouva un rythme familier, forgé par des années d'entraînement dont la plupart des gens de Nellis ignoraient jusqu'à l'existence. Sa respiration se régula d'elle-même malgré l'effort. Sa foulée s'adapta au terrain sans qu'elle y pense. Ses yeux analysaient tout à la fois. La direction du vent, l'épaisseur de la fumée, la stabilité des bâtiments proches de l'incendie. La lieutenante Emily Parker observa Megan disparaître dans la fumée, partagée entre admiration et incrédulité. Venait-elle vraiment de sacrifier toute sa carrière pour une meute de chiens ? À côté d'elle, Thomas Grant secoua lentement la tête. Son regard expérimenté avait perçu quelque chose que les autres n'avaient pas vu. La façon dont elle courait n'était pas celle de quelqu'un habitué à lancer des balles et remplir des gamelles. C'était la démarche de quelqu'un formé à évoluer dans des environnements hostiles, là où chaque pas peut être le dernier. « Non », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Emily. « Elle ne l'a pas fait pour les chiens, elle l'a fait pour les 23 personnes qu'ils vont trouver. » La chaleur frappa Megan comme une entité vivante lorsqu'elle franchit le périmètre extérieur de la zone de danger. L'air brûlait ses poumons à chaque inspiration et la fumée réduisait la visibilité à moins de 10 mètres. Pourtant, elle entendait clairement les chiens devant elle. Leurs aboiements perçaient le rugissement des flammes avec une netteté presque directionnelle. La voix de Ranger se distinguait entre toutes, grave, autoritaire, servant de point de repère aux autres, comme une boussole sonore. Elle les trouva disposés en demi-cercle autour d'une section du hangar de maintenance dont le mur s'était partiellement effondré. À travers les fissures et les ouvertures de la structure, elle perçut des voix, faibles, étouffées, mais humaines, sans aucun doute. Les chiens marquaient l'emplacement avec une précision née de milliers d'heures de travail, sans tenter d'entrer. Ils attendaient. Megan évalua la situation en quelques secondes. L'entrée principale du hangar était totalement obstruée par des débris en flammes, sans doute issus d'explosions secondaires de matériel à l'intérieur. Le mur près duquel les chiens s'étaient regroupés présentait des fractures dues à la chaleur, et plusieurs poutres métalliques luisaient déjà d'un orange inquiétant. La structure pouvait céder à tout moment.
Mais près des fondations, l'onde de choc avait déplacé le mur vers l'extérieur, créant une ouverture étroite, juste assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler, à condition de savoir exactement comment s'y prendre. Megan s'agenouilla à côté de Ranger, posant ses mains contre la paroi pour sentir les variations de chaleur et les faiblesses structurelles. Le geste était instinctif, gravé dans son corps par la répétition. Ranger la regardait fixement, tendue, prêt à agir au moindre signal. À travers la fumée, elle distingua 2 silhouettes qui approchaient. Hale et plusieurs agents de sécurité, le visage couvert de tissu humide. Les yeux du colonel brûlaient de rage en la voyant accroupie près du bâtiment endommagé. « Sergent Cole, vous êtes en état d'arrestation pour violation d'ordre direct et mise en danger de biens militaires. Éloignez-vous immédiatement de ce bâtiment. » Megan ne lui accorda pas le moindre regard. Toute son attention restait concentrée sur le mur. Elle trouva enfin ce qu'elle cherchait, une zone où le métal s'était déformé vers l'extérieur, créant un point de faiblesse exploitable. Mais il lui faudrait un levier, une application de force précise, des outils qu'elle n'avait pas. C'est alors que Ranger fit quelque chose qui cloua tout le monde sur place. Le Malinois massif se déplaça vers un point précis du mur et se mit à creuser avec ses pattes avant. Pas au hasard. Avec méthode, les autres chiens se joignirent aussitôt à lui, travaillant de concert pour dégager les débris à la base de la paroi. En quelques secondes, ils mirent au jour un panneau d'accès technique dissimulé par des équipements tombés lors de l'explosion. Megan n'hésita pas une seule seconde. Elle agrippa le panneau et tira de toutes ses forces, utilisant son poids et l'angle du métal avec une maîtrise qui trahissait une formation formelle aux opérations de brèche. Le panneau céda dans un crissement strident de métal arraché, dévoilant un boyau étroit menant à l'intérieur du hangar. « Comment saviez-vous que c'était là ?» lança le colonel Richard Hale, sa colère brièvement supplantée par la stupeur. Megan ne répondit pas. Elle se glissait déjà dans l'ouverture, son corps se pliant avec une aisance qui trahissait des années d'entraînement à évoluer dans des espaces confinés. Ranger tenta de la suivre, mais un geste sec de la main l'arrêta net. Le chien gémit faiblement, puis obéit, prenant position en sentinelle à l'entrée. À l'intérieur, la situation dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. La fumée était si dense qu'elle distinguait à peine ce qui se trouvait à 1 mètre devant elle. La chaleur écrasante rendait chaque respiration douloureuse. Pourtant, elle entendait désormais des voix, des toux rauques, des appels à l'aide, venus des profondeurs du hangar. Elle avança, en restant au ras du sol, là où l'air était un peu moins irrespirable, effleurant les parois de la main pour se guider. Elle tomba sur un premier groupe de 5 techniciens de maintenance, recroquevillés dans un angle où une armoire à outils renversée leur avait offert un semblant de protection contre les chutes de débris. Le chef Brian Lawson était parmi eux. Son visage était noirci par la suie, mais son regard restait vif. « Qui est là ?» appela-t-il, en plissant les yeux à travers la fumée. « Sergente Megan Cole, unité cynophile. On va vous sortir de là. » Sa voix demeurait étonnamment calme, malgré un environnement qui aurait plongé n'importe qui dans la panique. « Combien d'autres » ? 18 encore, dispersés dans le hangar. Certains sont blessés. La fumée est arrivée trop vite. Les gens se sont séparés. Ils sont désorientés. Megan enregistra l'information tout en prêtant attention aux sons inquiétants autour d'elle. Le bâtiment gémissait, travaillant sous la contrainte thermique, comme un organisme à l'agonie. Elle n'avait que quelques minutes avant un effondrement total. Il lui fallait retrouver 18 personnes dans un labyrinthe de machines et de débris noyés de fumée, les guider jusqu'à l'issue qu'elle avait créée, et le faire avant que le toit ne s'écroule. Elle porta la main au sifflet d'urgence accroché à son gilet tactique et souffla 3 coups courts et perçants. Le chaos sembla se figer une fraction de seconde, puis vinrent les réponses, pas humaines, canines. À l'extérieur, Ranger et les autres chiens aboyaient selon une séquence précise, créant un repère sonore, un véritable phare auditif capable de guider des hommes, même dans une visibilité nulle. « Suivez ce son », dit Megan à Lawson et à son groupe. « Restez bas. Avancez vite. Les chiens vous guideront dehors. »« Et les autres ?» demanda Lawson. « Je m'en occupe. »
Elle s'enfonça plus loin, dans le hangar, adoptant un schéma de recherche pensé pour couvrir un maximum de surface en un minimum de temps. Toutes les 30 secondes, elle sifflait. Et à chaque fois, les chiens répondaient, maintenant le fil sonore intact. Elle trouva 3 autres personnes bridées près d'un rayonnage effondré. 2 autres coincés sous un établi qu'elle parvint à soulever à l'aide d'un tuyau utilisé comme levier. Puis encore 4 réfugiés dans une cage à outils. Mais il en manquait toujours 8, et les râles du bâtiment se faisaient de plus en plus violents. À une vingtaine de mètres sur sa gauche, une portion du toit s'effondra, projetant une pluie d'étincelles et d'isolants en flammes. Le temps lui échappait plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Puis, elle entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Un chien aboyait à l'intérieur du bâtiment. Pas depuis l'entrée, là où elle les avait laissés, mais plus loin, devant elle, dans la fumée. L'un des chiens avait trouvé une autre voie d'accès et opérait seul. Elle suivit le son et découvrit Shadow, le berger allemand spécialisé en détection d'explosifs, debout au-dessus de 2 techniciens inconscients, terrassés par la fumée. Le chien la regarda avec urgence, puis attrapa la manche de l'un des hommes entre ses crocs et se mit à tirer. Megan comprit immédiatement. Shadow était entré par une autre brèche et avait localisé ses victimes de sa propre initiative. Un degré d'autonomie que la plupart des conducteurs jugeraient impossible chez un chien. Mais Megan savait que ce n'était pas le cas. Elle l'avait déjà vu, là où les règles ordinaires ne s'appliquaient plus. Ensemble, elle et Shadow parvinrent à traîner les 2 hommes inconscients vers la sortie. Le trajet lui sembla interminable, alors qu'il dura probablement moins de 3 minutes. La fumée était désormais si épaisse qu'elle ne distinguait même plus le chien à côté d'elle. Elle se guida uniquement au son et au contact, faisant une confiance totale au sens supérieur de Shadow. Lorsqu'ils émergèrent enfin par l'ouverture, haletant, traînant les 2 derniers survivants vers un air relativement plus clair, Megan découvrit une scène à laquelle elle ne s'attendait pas. Les 23 membres du personnel de maintenance étaient tous là, assis ou allongés à bonne distance du bâtiment en flammes, pris en charge par les équipes médicales arrivées en renfort pendant l'opération. À leur côté, les 17 chiens militaires étaient alignés avec une perfection presque irréelle. Leur pelage était brûlé, couvert de suie, mais leurs yeux brillaient d'une vive intensité. Face à eux se tenait le colonel Richard Hale. Il observait le hangar qu'il venait d'évacuer s'effondrer totalement, le toit s'écroulant dans un fracas qui fit trembler le sol. Son visage était figé dans une expression indéchiffrable. Si le sauvetage avait pris 1 minute de plus, tous ceux qui étaient à l'intérieur seraient morts. Il se tourna vers Megan, la voix tendue par une colère qu'il maîtrisait à grand-peine. « Vous avez désobéi à un ordre direct. » Megan se redressa lentement. Son uniforme était déchiré, noirci, de la fumée s'élevant encore de ses cheveux. Elle soutint son regard sans ciller. « Oui, mon colonel, j'ai désobéi. » Elle ne baissa pas les yeux. « Ces chiens auraient ni pu mourir. Vous aussi. Vous avez pris un risque en misant sur une intuition. Moi, j'ai pris ce risque en m'appuyant sur leur entraînement et sur mon instinct. Et grâce à cela, 23 personnes sont en vie. » La mâchoire de Richard Hale se crispa, comme s'il mâchait des mots trop amers pour être avalés. Autour d'eux, une foule commençait à se former à mesure que la nouvelle se répandait. Pilotes de chasse, équipe de maintenance, personnel médical, membres de l'administration, tous attirés par la tension palpable de l'instant. Megan remarqua plusieurs téléphones levés, enregistrant sans discrétion la confrontation entre le colonel bardé de décorations et la sergente encore couverte de suie. « Vous vous prenez pour une héroïne », lança Hale en haussant la voix, désormais conscient du public. « Vous êtes une conductrice de chien qui a eu de la chance. Ces animaux auraient pu tous nous faire tuer avec leur comportement non contrôlé. » Ce fut le master sergent Thomas Grant qui prit la parole, à la surprise générale, y compris la sienne. « Mon colonel, avec tout le respect que je vous dois, ce que nous avons vu n'avait rien d'un comportement non entraîné. Je travaille avec des chiens militaires depuis plus de 20 ans, et ce que je viens d'observer relève d'un niveau de coordination tactique que je n'ai vu que dans des unités d'opération spéciales. » Hale tourna vers lui un regard brûlant. « Êtes-vous en train de la défendre par insubordination, master sergent ? Je me contente d'énoncer des faits, mon colonel.
La sergente Cole a dirigé ses chiens dans une opération de recherche et sauvetage extrêmement complexe, à l'aide de signaux manuels et de repères sonores que je ne reconnais pas dans les protocoles cynophiles standards. Il marqua une pause, regardant Megan avec une compréhension nouvelle. Soit elle a mené des entraînements non autorisés, soit elle a appris ces techniques ailleurs. La foule grossissait encore, et Hale sentit le récit lui échapper. Tous ces gens venaient d'assister au sauvetage de 23 collègues promis à une mort certaine, et la figure centrale de ce moment n'était autre que la femme qu'il avait tournée en dérision publiquement moins d'1 heure plus tôt. Il devait reprendre la main. « Sergente Cole, vous vous présenterez immédiatement dans mon bureau pour une procédure disciplinaire. Quant à ces chiens, ils devront être évalués pour stress post-traumatique. Nous ne pouvons pas nous permettre des ressources militaires qui ne respectent pas les protocoles. » Megan resta immobile une seconde. Et dans cette immobilité, quelque chose changea. C'était subtil, le genre de transformation que la plupart des gens n'auraient pas remarqué. Mais plusieurs vétérans dans la foule se redressèrent instinctivement. Ses épaules se carrèrent. Son menton se releva imperceptiblement. Et lorsqu'elle parla, sa voix n'était plus tout à fait la même. « Les chiens ont suivi leur entraînement à la lettre, mon colonel. Ils ont détecté des signaux de détresse humaine, maintenu une formation tactique à l'approche, établi un périmètre au point de brèche et fourni un guidage sonore pour l'évacuation. Tout ce qu'ils ont fait correspond à des protocoles cynophiles d'opérations spéciales. » Les yeux de Hale se plissèrent. « Nous n'enseignons pas de protocole d'opération spéciale à des chiens militaires standards. Où aurait-il bien pu apprendre cela ?» Avant que Megan ne puisse répondre, une voix nouvelle s'éleva dans la foule. « Ils les ont appris auprès de l'un des meilleurs conducteurs avec qui j'ai jamais travaillé. » Tous se retournèrent. Le capitaine Jason Reynolds s'avançait. Il portait encore sa combinaison de vol de l'entraînement matinal, mais son expression grave attira immédiatement l'attention. Jason avait la réputation de ne parler que lorsqu'il avait quelque chose d'essentiel à dire, et son statut de pilote parmi les plus décorés de la base donnait un poids particulier à ses mots. « Capitaine Reynolds, ceci ne vous concerne pas, » répliqua Hale avec irritation. Jason continua d'avancer jusqu'à se placer juste à côté de Megan, sa position calculée, sans équivoque. « Au contraire, mon colonel, cela me concerne directement. » Il inspira lentement. « Il y a 3 ans, j'ai participé à une opération conjointe dans la province d'Anbar. Notre unité était tuée au sol par des tirs ennemis, coupés de tout renfort. Nous serions tous morts si une équipe cynophile n'avait pas réussi à identifier et neutraliser des menaces dans des conditions de visibilité quasi nulles. » Un silence dense s'abattit sur la foule. Jason poursuivit, sans quitter Hale des yeux. « Le conducteur de cette équipe utilisait des techniques que je n'avais jamais vues. Des signaux manuels reconnaissables dans l'obscurité totale. Des repères sonores efficaces même au milieu du chaos d'un combat. Et des chiens capables d'opérer de manière autonome lorsqu'ils étaient séparés de leur conducteur. » Il secoua lentement la tête. C'était comme assister à une symphonie. Chaque chien connaissait non seulement sa propre partition, mais aussi celle des autres. Il marqua une pause, puis regarda Megan droit dans les yeux. « Je n'ai jamais pu remercier correctement cette conductrice. L'opération était classifiée, et quand la poussière est retombée, ils étaient déjà exfiltrés vers une autre mission. Mais je n'ai jamais oublié son indicatif radio. » L'impatience de Hale était palpable. « Quel est le rapport avec ce qui se passe ici, capitaine ?» Jason esquissa un léger sourire chargé de bien plus de gravité que d'amusement. L'indicatif était Night Sept, une unité qui, officiellement, n'existe pas. Avec des chiens entraînés pour des opérations qui n'ont jamais eu lieu, dans des endroits où nous n'avons jamais été. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Plusieurs personnes dans la foule se mirent à pianoter frénétiquement sur leur téléphone, cherchant des informations sur Night Sept. Ils n'en trouveraient pratiquement aucune. De telles unités étaient enfouies sous des couches de classification si profondes que la majorité des militaires ignoraient jusqu'à leur existence. Le visage de Megan Cole demeura impassible, mais son regard se voila de cette fixité lointaine que les vétérans de combat reconnaissent instantanément. Elle regardait quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait voir. Un souvenir qu'elle avait, sans doute, tout fait pour oublier. La lieutenant Emily Parker
s'avança depuis l'endroit où elle soignait encore certains des techniciens victimes d'inhalation de fumée. Sa formation médicale lui avait appris à remarquer ce que d'autres laissaient passer. Et depuis le sauvetage, elle observait Megan avec une attention soutenue. « Sergente Cole, quand vous sortiez ces hommes, j'ai remarqué quelque chose. La manière dont vous contrôliez leur voie respiratoire, la façon dont vous les positionniez pour l'évacuation, même le soutien que vous apportiez à leur nuque. » Elle marqua une pause. « Ce n'est pas du secourisme de base, c'est de la médecine de combat, le genre qu'on enseigne à ceux qui opèrent là où aucune évacuation médicale n'arrive à temps. » Toute l'attention de la foule se fixa sur elle. À cet instant, Richard Hale sentit la situation lui échapper complètement. Cela devait être une simple procédure disciplinaire contre une sergente insubordonnée. Mais cela se transformait, sous ses yeux, en toute autre chose. « Sergente Cole, dit-il en adoptant un ton formel, tentant de reprendre le contrôle, je vous ordonne d'expliquer votre parcours et votre formation. Où avez-vous appris ces techniques ?» Megan le regarda longuement. Et dans ce regard, Hale perçut quelque chose qui le fit reculer d'un pas, sans même s'en rendre compte. Ce n'était ni de la défiance, ni de la colère. C'était une fatigue profonde, celle de quelqu'un qui porte des secrets bien trop lourds pour la plupart des gens. « Avec tout le respect que je vous dois, mon colonel, répondit-elle calmement. Vous n'avez pas l'habilitation nécessaire pour cette information. » Un souffle parcourut la foule. Une sergente venait de dire à un colonel qu'il n'était pas autorisé à connaître son passé. Soit c'est de l'insubordination pure et simple, soit elle a raison, lança une autre voix. Cette fois, c'était le major Victor Alvarez des services de renseignement. Son visage habituellement jovial était grave. J'ai fait vérifier son nom dans nos bases après le sauvetage. Le dossier complet de la sergente Cole est classifié au-delà de mon niveau d'accès. Et je dispose pourtant d'une habilitation top secret. Il fixa Hale. Quoi qu'elle ait fait avant d'arriver ici, c'est verrouillé derrière des autorisations de niveau département de la défense. Le visage de Hale passa du rouge au livide. Il commençait à comprendre qu'il avait peut-être commis une erreur majeure, mais son orgueil refusait de céder, surtout devant autant de témoins. Classifiée ou non, elle a désobéi à des ordres directs. Cela justifie une cour martiale, quel que soit son passé. En réalité, mon colonel, intervint Thomas Grant, selon les règlements militaires, le personnel a non seulement le droit, mais l'obligation de désobéir à un ordre qui entraînerait une perte de vie évitable. Il désigna les chiens. La sergente Cole a pris une décision tactique fondée sur des informations que sa formation spécialisée lui permettait d'interpréter. Le comportement des chiens indiquait la présence de survivants là où nos capteurs mécaniques n'avaient rien détecté. Elle a agi sur cette base et elle a sauvé 23 vies. Les techniciens de maintenance rescapés s'étaient relevés, soutenus par le personnel médical, mais résolus à faire entendre leur voix. Le chef Brian Lawson s'avança, la voix encore rauque de fumée, mais ferme. « Colonel Hale, avec tout le respect que je vous dois, nous devons la vie à la sergente Cole et à ses chiens. » Il inspira profondément. Nous étions en train de mourir là-dedans. La fumée était si épaisse qu'on ne trouvait plus notre chemin, même en entendant les alarmes d'évacuation. Les aboiements de ces chiens nous ont guidés comme des phares. Et la sergente Cole est entrée nous chercher alors que tout le monde avait reçu l'ordre de rester à l'écart. Un à un, les autres survivants acquiescèrent, prenant la parole à leur tour. Leur visage noirci par la suie exprimait une gratitude sans détour. Les téléphones continuèrent de filmer. 23 vies sauvées, 17 chiens ayant refusé d'abandonner, et une conductrice qui avait choisi les vies plutôt que sa carrière. Hale se retrouva piégé. Il ne pouvait pas punir quelqu'un qui venait de sauver près de 2 douzaines de personnes sans passer pour un monstre. Mais reculer signifiait admettre qu'il s'était trompé surtout. La valeur de l'unité cynophile, les capacités du personnel de soutien, et surtout son jugement concernant Megan Cole. Avant même qu'il ne trouve une issue, les chiens prirent la décision à sa place. Ranger, le malinois de tête qui avait lancé le sauvetage, se leva et s'approcha de Megan. Mais, au lieu de se placer à sa gauche comme à son habitude, il contourna lentement sa conductrice et s'assit à sa droite, le corps légèrement tourné vers l'extérieur, dans une posture clairement protectrice. Un par un, les 16 autres firent de même.
Ils formèrent un demi-cercle autour d'elle, tous tournés vers la foule. Ce n'était pas une menace, mais le message était limpide. Ils protégeaient leur conductrice de toute menace, même si cette menace portait les insignes d'un colonel. Le symbole n'échappa à personne. Ces chiens militaires, entraînés à obéir sans discuter, venaient de faire un choix. Et ils avaient choisi la sergente qui avait couru dans le feu avec eux, plutôt que l'officier qui leur avait ordonné d'ignorer leurs instincts. La radio du colonel Richard Hale grésilla soudain, lui offrant un répit inespéré. « Colonel Hale, ici le général Michael Donovan. J'arrive à Nellis dans 5 minutes. Je veux un compte-rendu complet de l'explosion et de l'opération de sauvetage. Et je veux rencontrer le personnel responsable d'avoir sauvé ces 23 vies. » Le ton du général ne laissait place à aucune interprétation. L'information était déjà remontée jusqu'au haut commandement et ils venaient constater de leurs propres yeux ce qui s'était produit. Hale le comprit immédiatement. Les mots qu'il prononcerait maintenant détermineraient non seulement le sort de Megan Cole, mais probablement la trajectoire de sa propre carrière. « Bien reçu, mon général », répondit-il avant de ranger la radio. Puis il se tourna vers Megan. « Le général Donovan souhaite vous voir, sergente. Je vous conseille de vous rendre présentable. » Megan baissa les yeux vers son uniforme déchiré, noirci par la suie, puis releva le regard vers les 17 chiens toujours disposés autour d'elle en formation protectrice. « Avec tout le respect que je vous dois, mon colonel, je pense que le général comprendra que certaines choses sont plus importantes que l'apparence. » Comme pour appuyer ses paroles, Ranger aboya une fois. Aussitôt, les 17 chiens se levèrent à l'unisson, prêts à suivre leur conductrice où qu'elle aille. La foule s'écarta naturellement, tandis que Megan avançait. Les chiens l'encadraient, maintenant une formation parfaite. Elle ne marchait pas comme quelqu'un se rendant à un jugement. Elle marchait comme quelqu'un qui avait déjà affronté le pire que la vie pouvait offrir, et y avait survécu. Derrière elle, Hale resta seul sur le tarmac calciné, regardant celle qu'il avait balayée d'un revers de main, comme une simple promeneuse de chiens, désormais suivie par des hommes et des femmes dont elle venait de sauver la vie. Certains moments du service militaire façonnent des carrières, d'autres les détruisent. Et parfois, commençait-il à le comprendre, ils font les deux en même temps. Le centre de réponse d'urgence de la base avait été transformé en poste de commandement improvisé. Des cartes couvraient les murs, des écrans diffusaient les communications en cours et des tableaux de situation indiquaient l'évolution de l'incendie. Le général Michael Donovan se tenait au centre de la pièce. Ses cheveux argentés et son visage buriné racontaient une carrière bâtie sur le terrain, pas derrière un bureau. Les décorations sur son uniforme, Purple Heart, Silver Star, en étaient la preuve silencieuse. Lorsque Megan entra, escortée par les 17 chiens, le regard du général se posa immédiatement sur eux. Ils étaient à couvert de suie, le pelage brûlé par endroits, mais ils se disposèrent le long des murs avec une discipline irréprochable. « Sergente Cole », dit le général d'une voix marquée par 40 années de service, « j'ai été informé de l'opération de sauvetage. 23 vies de la sauvée, 0 perte, menée en moins de 15 minutes malgré des conditions environnementales extrêmes. Est-ce exact ?»« Oui, mon général, » répondit Megan, se mettant au garde à vous malgré l'épuisement. « Et vous avez mené cette opération après avoir reçu l'ordre d'évacuer ?»« Oui, mon général. » Le général l'observa longuement, puis tourna son attention vers les chiens. « Ce sont eux qui ont mené la recherche et le sauvetage ?»« Oui, mon général. » Donovan se mit à faire lentement le tour de la pièce, examinant chaque chien. Aucun ne bougea, mais tous suivaient ses déplacements d'un regard vif et attentif. Lorsqu'il arriva devant Ranger, le Malinois soutint son regard sans détour, chose rare chez un chien face à un inconnu. « Celui-ci est le chef, » déclara le général. Ce n'était pas une question. « Ranger, mon général, 7 ans, certifié en détection d'explosifs, patrouille et recherche-sauvetage. » Et les autres ? Megan aurait pu réciter une liste de certifications et de niveaux d'entraînement. Elle choisit autre chose. « C'est la meilleure unité avec laquelle j'ai jamais travaillé, mon général. Chacun est capable de prendre des décisions de manière autonome tout en maintenant une cohésion de meute. Ils savent interpréter les signaux de détresse humains sur plusieurs canaux sensoriels et coordonner leurs actions sans direction humaine directe lorsque c'est nécessaire. Ce n'est pas un entraînement standard pour des chiens militaires.
observa le général. Non, mon général. Donovan se tourna de nouveau vers elle. Sergente, j'ai servi en Irak de 2008 à 2012. J'ai entendu des histoires sur des unités cynophiles, capables de choses qui semblaient impossibles. Des chiens capables de détecter des engins explosifs à 50 mètres, de pister des cibles dans des environnements urbains, là où le renseignement humain échouait. Il marqua une pause. Il y avait une unité en particulier, devenue presque légendaire parmi les forces spéciales. On les appelait Night Pack. La pièce se figea. Même les chiens semblaient percevoir le poids du moment. Night Pack n'a jamais officiellement existé, poursuivit le général. Leur conducteur était sélectionné parmi l'élite absolue de toutes les branches, soumis à une formation qui faisait passer la qualification SEAL pour une colonie de vacances. Ils opéraient là où nous ne pouvions envoyer aucune force conventionnelle, accomplissant des missions impossibles par des moyens classiques. Son regard s'attarda sur le visage de Megan. En octobre 2019, Night Pack a été déployé lors de l'opération Black Owl. L'objectif était de localiser et d'exfiltrer un actif de renseignement compromis en territoire contrôlé par les talibans. Le renseignement était solide, la planification parfaite. Il inspira lentement. Mais c'était un piège. L'unité entière est tombée dans une embuscade. Les rapports officiels les déclarent tous morts au combat. La respiration de Megan Cole se modifia, devenant plus courte, parfaitement maîtrisée. Ranger se rapprocha d'elle, venant appuyer son flanc contre sa jambe, dans un geste de soutien discret, presque imperceptible pour qui ne savait pas regarder, mais absolument clair pour elle. Pourtant, reprit le général Michael Donovan, d'une voix plus douce, il y a toujours eu des rumeurs. Il marqua une pause. Des rumeurs selon lesquelles une conductrice aurait survécu, qu'elle aurait réussi à exfiltrer 3 chiens, et qu'ensemble, ils auraient sauvé une équipe de SEAL prise au piège avant de disparaître dans les montagnes. Il releva les yeux vers Megan. Les SEAL ont parlé de fantômes dans la tempête, une femme et des chiens se déplaçant comme de la fumée à travers les positions ennemies. Le général plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un petit objet qu'il posa sur la table. C'était une challenge coin, mais pas une comme les autres. Noire, ornée d'une tête de loup argentée et marquée du chiffre 7. « Je la porte sur moi depuis 3 ans, dit Donovan. Elle m'a été remise par un chef d'équipe SEAL. Il m'a dit qu'une opératrice désignée Night 7 avait sauvé toute son unité. Il m'a demandé que, si je la rencontrais un jour, je lui rende cette pièce avec sa gratitude. » Megan fixa la médaille, et pour la première fois, le masque qu'elle portait depuis des années se fissura. Une larme unique traça un sillon clair à travers la suie sur sa joue, tandis qu'elle tendait une main tremblante pour effleurer la pièce. « On vous croyait morte, » dit doucement le général. « Votre unité a été officiellement déclarée tuée au combat. Honneur complet, enterrement à Arlington. » Il la regarda avec gravité. « Comment avez-vous survécu ?» Quand Megan parla enfin, sa voix n'était guère plus qu'un murmure. « Titan, Ghost et Blade ont survécu avec moi. » Elle inspira lentement. Les 3 chiens. Nous avons passé 6 jours derrière les lignes ennemies. Nous nous déplacions uniquement la nuit, nous cachions le jour, les chiens trouvaient l'eau, détectaient les patrouilles, et quand nous n'avions pas le choix, ils tuaient sans bruit. Elle baissa les yeux un instant. Quand nous avons finalement rejoint des forces amies, on m'a dit que l'opération n'avait jamais existé, que Night Pack n'avait jamais existé. Elle releva le regard. On m'a donné un choix. Accepter une réaffectation sous une nouvelle identité avec un dossier nettoyé ou passer en cour martiale pour avoir évoqué des opérations classifiées. Et c'est ainsi que vous êtes devenue la sergente Megan Cole, conductrice cynophile à la base de Nellis, conclut le général, caché en pleine lumière. Je voulais simplement retravailler avec des chiens, mon général. Pas d'opération, pas de classification, pas de mission fantôme. Juste entraîner et prendre soin de chiens militaires. Donovan hocha lentement la tête. Et pourtant, lorsque des vies étaient en jeu, vous n'avez pas pu vous empêcher d'être celle que vous êtes vraiment. Il esquissa un léger sourire. Une Night 7 ne cesse pas d'en être une simplement parce que la paperasse l'affirme. Dans un coin de la pièce, le colonel Richard Hale avait assisté à tout l'échange, le visage marqué par un malaise croissant. Tout ce qu'il croyait savoir sur Megan Cole s'effondrait.
Elle n'était pas un personnel de soutien sous-qualifié cherchant à se rendre importante, c'était une opératrice d'élite, forgée par des expériences que la plupart des militaires ne connaîtraient jamais. « Mon général », commença Hale d'une voix hésitante. « Vous ignoriez son passé », termina sèchement Donovan, « lorsque vous avez publiquement ridiculisé son unité et mis en doute sa compétence, lorsque vous lui avez ordonné d'abandonner du personnel en danger de mort parce que vous estimiez qu'une conductrice cynophile ne pouvait rien apporter à une opération de sauvetage. » Le silence de Hale fut une réponse suffisante. Le général se tourna de nouveau vers Megan. « Sergent Cole, ou devrais-je dire Knight Sept, vous êtes face à un choix. » Il croisa les mains derrière le dos. « Nous pouvons maintenir votre couverture. Continuer la fiction selon laquelle vous n'êtes qu'une conductrice cynophile parmi d'autres, et faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. » Il marqua une pause. « Ou nous pouvons reconnaître ce que tout le monde ici a vu, que vous êtes l'un des atouts militaires les plus hautement qualifiés de cette base, et commencer à utiliser vos compétences comme il se doit. » Megan regarda les 17 chiens disposés autour de la pièce, puis les visages des femmes et des hommes avec lesquels elle avait servi pendant 3 ans. Certains affichèrent la surprise, d'autres comprenaient enfin. Tous, sans exception, la regardaient avec respect. « Mon général, ces 17 chiens ont prouvé aujourd'hui qu'ils étaient capables de bien plus que des missions cynophiles standards. » Elle posa une main sur Ranger. « Avec l'entraînement adéquat et le bon conducteur, il pourrait devenir quelque chose de spécial. Quelque chose comme Nightpack autrefois. »« Êtes-vous en train de proposer de reconstruire Nightpack ?» demanda le général. « Je propose que nous arrêtions de gaspiller le potentiel, mon général. » Sa voix était calme, mais déterminée. « Ces chiens ont sauvé 23 vies aujourd'hui parce qu'on leur a permis d'exploiter pleinement leurs capacités. Combien d'autres vies pourraient-ils sauver si nous cessons de les enfermer dans des rôles traditionnels ?» Un sourire discret apparut sur le visage de Donovan. Voilà qui nécessiterait un entraînement spécialisé, des protocoles classifiés et un conducteur aux qualifications uniques. Oui, mon général. Dans ce cas, j'autorise immédiatement la création d'un programme d'entraînement cynophile pour Opération Spéciale Annelies. Il se tourna vers Hale. Vous fournirez un soutien total à ce programme, toutes les ressources nécessaires, tout le personnel requis, toutes les installations demandées par la sergente Cole. Est-ce bien clair ? La mâchoire de Hale se crispa, mais il acquiesça. Oui, mon général, parfaitement clair. Bien. Le général prit la challenge coin sur la table et la tendit à Megan. Elle est à vous. Gardez-la comme un rappel que les meilleurs guerriers sont parfois ceux qui choisissent de servir dans l'ombre, jusqu'au moment où leurs véritables compétences deviennent indispensables. Megan accepta la pièce à 2 mains. Le geste était solennel, presque cérémoniel. Autour d'elle, les 17 chiens demeuraient immobiles, mais leur vigilance laissait deviner qu'ils percevaient l'importance de ce qui venait de se jouer. « Il y a encore une chose », ajouta le général Michael Donovan en glissant la main dans une autre poche. « Ceci est arrivé par des canaux sécurisés ce matin, avant l'explosion. Le document était en attente, le temps de confirmer votre identité. » Il lui tendit une enveloppe scellée, couverte de tampons de classification. Megan l'ouvrit avec précaution et parcourut le court message qu'elle contenait. Son visage se vida de toute couleur, puis se colora brusquement avant de se figer dans une expression de détermination grave. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le général. Megan releva la tête. Dans ses yeux se mêlaient la douleur et un espoir presque douloureux. « C'est de Handler 3, Evan Brooks, mon général. » Elle déglutit. « Il est vivant. Il est détenu dans une prison talibane depuis 3 ans, mais il est en vie. Le renseignement l'a localisé et une extraction est en préparation. » La pièce explosa en exclamations stupéfaites. Si Handler 3 avait survécu, tout le récit de l'opération Black Owl s'en trouvait bouleversé. Cela signifiait que Nightpack n'avait pas été entièrement anéanti, qu'il restait quelque chose d'inachevé. « Il souhaite que je participe à la planification de l'extraction, » poursuivit Megan. « Ma connaissance de ses modes opératoires et des chiens avec lesquels il travaillait pourrait faire la différence. » Le général hocha lentement la tête. « Il semble donc que votre vie discrète de conductrice cynophile soit officiellement terminée, sergent Cole. » Il esquissa un léger sourire.
Ou devrais-je recommencer à vous appeler Handler 7 ?» Avant même qu'elle ne réponde, Ranger aboya une fois, net, tranchant. Les 16 autres chiens se joignirent immédiatement à lui, leur voix s'élevant en un chœur puissant qui résonna dans tout le centre de commandement. Ce n'était pas un aboiement désordonné, c'était coordonné. Volontaire, presque rituel, près de la porte, le capitaine Jason Reynolds prit la parole. C'est exactement le même signal qu'ils ont utilisé pendant le sauvetage, quand ils coordonnaient l'évacuation. Megan esquissa un léger sourire. Le premier vrai sourire que quiconque à Nellis lui avait jamais vu. « Ils votent, mon général. Ils disent qu'ils sont prêts pour la suite, quoi qu'elle soit. »« Dans ce cas, c'est acté, » déclara Donovan. « Nightpack est officiellement réactivé, avec Handler 7 à sa tête. » Il la fixa droit dans les yeux. « Votre première mission sera de préparer une évaluation opérationnelle pour l'extraction de Handler 3. La seconde consistera à transformer ces 17 chiens en l'unité cynophile la plus élite que cette armée ait jamais connue. » Il balaya la pièce du regard. Tout ce qui a été dit ici est classifié. L'existence de Nightpack, l'identité de Handler 7 et la mission de sauvetage sont strictement need to know. Il marqua une pause. En revanche, l'héroïsme d'aujourd'hui, les 23 vies sauvées, cette histoire appartient à tout le monde. Les personnes présentes commencèrent à quitter la salle une à une. Chacune s'arrêtait pour saluer Megan ou adresser un signe respectueux aux chiens. Le colonel Richard Hale s'approcha enfin, hésitant. « Sergente, Handler 7, commença-t-il maladroitement. Je vous dois des excuses. Mon comportement ce matin était inacceptable. » Megan l'observa un instant. Elle ne voyait plus l'officier arrogant qui avait tourné son unité en dérision, mais un homme confronté à ses propres préjugés. « Vous ne pouviez pas savoir, mon colonel, » répondit-elle simplement. C'était précisément le but de l'identité de couverture. Peut-être, mais j'aurais dû reconnaître la compétence, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présentait, admit Hale. Mes idées préconçues sur le personnel de soutien ont faussé mon jugement. Elles auraient pu coûter 23 vies si vous aviez suivi mes ordres. Ranger s'approcha alors de lui, s'assit juste devant et leva une patte qu'il lui tendit avec un sérieux presque solennel. Le geste était si inattendu que Hale faillit rire, mais il s'agenouilla et serra la patte du chien avec respect. « Je pense que cela signifie que vous êtes pardonné, mon colonel, » dit Megan doucement. « Ranger est un excellent juge de caractère, même quand les gens ne montrent pas leur meilleur visage. » Lorsque Hale s'éloigna, la lieutenante Emily Parker s'approcha, sa trousse médicale à la main. « Je devrais vérifier une éventuelle inhalation de fumée et des brûlures. Vous avez été exposé longtemps à des conditions dangereuses. »« Je vais bien, lieutenant, » répondit Megan, tout en se laissant examiner. Pendant qu'Emily contrôlait ses constantes, elle murmura « 3 ans que vous êtes ici, et aucun de nous ne s'est douté de quoi que ce soit. » Elle hésita. « Vous avez dû vous sentir terriblement seul, incapable d'être vous-même, incapable d'utiliser vos vraies compétences. » Megan réfléchit un instant. « Tout le monde porte un masque, lieutenant. Le mien était simplement un peu plus élaboré que la moyenne. » Elle jeta un regard aux chiens. « Mais eux ont toujours su qui j'étais. Les chiens se moquent du grade, de la réputation ou du dossier militaire. Ils s'intéressent uniquement à la personne qui tient la laisse. »« Et maintenant ?» demanda Emily. « Maintenant que tout le monde sait qui vous êtes vraiment. » Megan observa les 17 chiens, enfin détendus. Certains s'étaient même allongés sur le sol frais du centre de commandement. Ils avaient traversé l'enfer aujourd'hui, courant littéralement dans le feu parce qu'ils avaient confiance en son jugement, et parce qu'elle faisait confiance à leurs instincts. « Maintenant, nous avons du travail, » répondit-elle. Nightpack n'a jamais été seulement une unité d'élite. C'était la preuve que le lien entre un conducteur et ses chiens peut accomplir ce que ni l'un ni l'autre ne pourrait faire seul. Elle posa la main sur Ranger. Ces 17 chiens l'ont prouvé aujourd'hui. Ils sont prêts pour plus. À quelques pas de là, Thomas Grant, qui avait tout entendu, s'avança à son tour. « Je travaille avec des chiens militaires depuis 23 ans, » dit-il avec gravité. « Et je n'ai jamais rien vu de comparable à ce qui s'est produit aujourd'hui. Seriez-vous prête à m'apprendre pour que je puisse ensuite enseigner à tous ces techniques, les signaux, la coordination ?» Megan hocha la tête sans hésiter.
Nightpack n'a jamais été pensé comme un groupe fermé de 7 conducteurs et leurs chiens. C'était censé devenir une nouvelle doctrine pour les opérations cynophiles militaires. Elle balaya les chiens du regard. Ce que ces chiens ont fait aujourd'hui, n'importe quel chien militaire pourrait potentiellement le faire avec le bon entraînement. Alors il va falloir s'y mettre, dit Thomas Grant avec une détermination nouvelle. Si cette journée a prouvé une chose, c'est que nous avons largement sous-estimé les capacités de nos chiens. La transformation de la base de Nellis commença cet après-midi même. La nouvelle du sauvetage matinal s'était propagée dans chaque unité, chaque service, chaque recoin de l'installation. Mais ce n'était pas seulement l'histoire des 23 vies sauvées qui captivait les esprits. C'était la révélation qu'au milieu d'eux marchait un fantôme, une combattante issue d'une unité qui n'existait que dans des murmures et des dossiers classifiés que la plupart ne verraient jamais. Megan se tenait sur le terrain d'entraînement cynophile, tandis que le soleil atteignait son zénith, la chaleur du désert du Nevada ondulant au-dessus du sol. Les 17 chiens étaient alignés devant elle en formation parfaite. La fatigue du matin avait laissé place à cette attention aiguë qui naît lorsqu'on sent qu'un tournant vient d'être franchi. Ce n'étaient plus de simples chiens militaires, c'étaient des candidats à quelque chose de plus grand. À partir de maintenant, déclara Megan en s'adressant à eux, même si elle savait que les véritables destinataires étaient les conducteurs, instructeurs et curieux rassemblés derrière, nous ne fonctionnerons plus selon les paramètres standards. Elle marqua une pause. L'entraînement cynophile classique vous a appris l'obéissance. Ce qui vient ensuite va vous apprendre à penser. Le master sergent Thomas Grant se tenait parmi les observateurs, carnet à la main. En 23 ans de service, il pensait avoir tout vu en matière de dressage militaire. Les événements de la matinée avaient pulvérisé cette certitude. Megan esquissa un signal de la main si subtil que Grant faillit le manquer. Ranger quitta immédiatement la formation. Pas en ligne droite, mais selon un tracé complexe qui le fit passer derrière et autour des autres chiens. 3 secondes plus tard, il était revenu à sa place. Mais la formation, elle, avait changé. La ligne initiale était devenue un coin tactique, avec des champs de vision qui se chevauchaient et des positions de soutien mutuelles. « Comment ont-ils su bouger ?» demanda Grant, incapable de contenir sa curiosité. « Vous n'avez donné un signal qu'à Ranger. »« Parce que Ranger leur a donné le signal, » répondit Megan sans quitter les chiens des yeux. Dans les protocoles de Nightpack, chaque chien est à la fois suiveur et leader. Ils communiquent par des micro-mouvements, des changements de posture, parfois même par le rythme de leur respiration. Elle esquissa un léger sourire. Ce que des soldats humains mettent des semaines à apprendre en manœuvre de formation, les chiens peuvent l'intégrer en quelques jours. Ils sont naturellement faits pour fonctionner en meute. Elle enchaîna avec un second signal, cette fois adressé à Shadow, le berger allemand qui avait pénétré seul dans le hangar en feu. Shadow aboya une fois, une tonalité précise, une durée exacte. Aussitôt, la formation se scinda en 3 groupes de 5 ou 6 chiens, se déployant selon ce que tout tacticien reconnaîtrait comme une manœuvre de débordement classique. La lieutenante Emily Parker était arrivée avec son matériel médical, officiellement pour vérifier l'absence d'effets retardés de l'inhalation de fumée. Mais comme tous les autres, elle resta fascinée par cette démonstration d'intelligence coordonnée. « C'est ce que vous faisiez en Irak », dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Megan hocha lentement la tête. En combat urbain, l'ennemi se cache souvent dans des endroits où les soldats humains ne peuvent pas aller sans risques extrêmes. Ruelles étroites, bâtiments effondrés, réseaux de tunnels. Elle désigna les chiens. Les chiens, eux, peuvent s'y déplacer. Et avec le bon entraînement, ils peuvent faire bien plus que détecter une menace. Ils peuvent cartographier des espaces, estimer le nombre d'adversaires, voire distinguer combattants et civils grâce à des marqueurs olfactifs comme l'huile d'arme ou les résidus explosifs. Le colonel Richard Hale arriva sur le terrain, sa présence provoquant un léger changement d'atmosphère. L'humiliation du matin flottait encore entre eux, mais il avait troqué sa combinaison de vol contre l'uniforme de service standard. Une reconnaissance tacite que l'enjeu dépassait désormais la rivalité entre pilotes et personnel de soutien. « Le général Donovan veut une démonstration », annonça-t-il sans détour. « Demain à 8 heures. »
Les Chisna, les chefs d'état-major, arrivent dans l'ordre du Pentagone. Ils veulent alors voir si les protocoles de Night Pack peuvent être reproduits ou s'ils étaient uniques à l'unité originale. Megan sentit le poids de ces mots s'abattre sur elle. La première Night Pack avait mis 2 ans à être formée, avec des moyens et un soutien qui n'existaient plus. Elle avait moins de 24 heures pour prouver que ces 17 chiens pouvaient constituer la base de quelque chose de comparable. « Nous serons prêts, mon colonel, répondit-elle simplement. Hale hésita, puis ajouta « Le général m'a également autorisé à vous fournir toutes les ressources nécessaires, personnel, matériel, aides à l'entraînement. Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. » Le revirement était total par rapport au mépris du matin, et personne n'en manqua à la portée. Megan réfléchit un instant, puis prit une décision qui surprit tout le monde. « J'ai besoin de pilotes, mon colonel. » Les sourcils de Hale se haussèrent. « Des pilotes ?» Le colonel Richard Hale cligna des yeux, surpris. « Le plus grand défi des opérations cynophiles en zone de combat, » expliqua Megan calmement, « c'est la coordination avec l'appui aérien. Les chiens entendent les aéronefs bien avant nous, mais ils ne comprennent pas instinctivement la différence entre un appareil allié et une menace. » Elle marqua une pause. « Si nous leur apprenons à reconnaître des signatures séquelles sonores spécifiques, à associer certains bruits de moteur au soutien aérien et d'autres au danger, nous pourrions transformer radicalement l'emploi des unités K9 sur le terrain. » Hale assimila l'idée presque instantanément. Son esprit tactique en saisissait déjà les implications. « Vous voulez apprendre aux chiens à coopérer avec l'appui aérien rapproché. Je veux leur apprendre à agir comme des contrôleurs aériens avancés, mon colonel. » Megan soutint son regard. « Ils sont déjà au sol, déjà en train de repérer les menaces. S'ils peuvent indiquer des positions cibles d'une manière que les pilotes puissent identifier et exploiter, nous réduirons les pertes civiles et augmenterons la précision en combat urbain. » L'homme qui, quelques heures plus tôt, se moquait ouvertement des conducteurs de chiens, se retrouva sincèrement impressionné. « Je vous amène 3 pilotes dans l'heure, » déclara Hale. « Quoi d'autre ? J'ai besoin d'un accès complet au centre de simulation tactique de la base, aux mannequins médicaux d'entraînement et à tout l'équipement excédentaire des 3 dernières rotations de déploiement. » Considérez que c'est fait. Hale sortit déjà son téléphone, lançant des appels pendant qu'il s'éloignait, plongé dans une conversation avec la logistique. À peine avait-il disparu que le capitaine Jason Reynolds s'approcha de Megan. Le pilote qui l'avait reconnu en premier observait l'entraînement avec une attention intense. « Vous avez sauvé mon unité il y a 3 ans, » dit-il à voix basse. « Nous étions 8, coincés dans un complexe encerclé par des combattants ennemis. L'appui aérien ne parvenait pas à nous localiser. Nos communications étaient hors service. Puis vos chiens sont apparus, comme sortis de nulle part. Ils traversaient l'échange de tirs comme s'ils étaient invisibles. Ils nous ont conduits par un itinéraire dont nous ignorions jusqu'à l'existence. » Megan se souvenait parfaitement de cette nuit-là, l'une des dernières missions réussies de Night Pack avant Black Owl. « Titan était le chien de tête sur cette mission, » dit-elle. Il pouvait se déplacer dans l'obscurité totale en se basant uniquement sur les odeurs et une cartographie sonore. « Titan, » répéta Jason, « vous avez dit qu'il faisait partie des 3 qui ont survécu avec vous. Où est-il aujourd'hui ?» L'expression de Megan s'assombrit. Retraité. Le traumatisme de Black Owl l'a rendu inapte au service. Il vit désormais chez une famille, dans le Montana, loin de tout ce qui pourrait raviver ses souvenirs. Elle inspira lentement. Ghost et Blade aussi. Ce que nous avons vécu, ce qu'ils ont vu, certaines choses ne peuvent pas être effacées par l'entraînement. Jason hocha la tête. Il avait vu trop de combattants, humains comme canins, brisés par le poids de ce qu'ils avaient enduré. Mais vous êtes toujours là. Quelqu'un doit se souvenir, répondit Megan simplement. Quelqu'un doit transmettre ce que Night Pack a appris, ce que nous avons prouvé possible. Elle regarda les chiens. Ces 17-là méritent d'aller au-delà de ce que l'entraînement conventionnel leur autorise. Le soleil de l'après-midi était implacable, tandis que Megan dirigeait les chiens à travers des exercices de plus en plus complexes. Elle les avait divisés en 3 équipes, chacune exploitant des aptitudes différentes. L'équipe des Malinois, menée par Ranger, travaillait les techniques d'assaut et de brèche. Les bergers allemands, sous la conduite de Shadow, se concentrèrent sur la détection et le pistage. L'équipe mixte,
incluant 2 labradors et un berger hollandais, apprenaient les procédures de soutien médical et d'évacuation. Ce qui fascinait la foule grandissante d'observateurs, c'était la vitesse d'adaptation des chiens. En moins de 2 heures, ils exécutèrent des manœuvres qui auraient normalement exigé des semaines. Mais Megan savait que ce n'était pas qu'une question d'intelligence. C'était une question de confiance. Ces 17 chiens l'avaient suivi dans le feu le matin même parce qu'ils avaient confiance en son jugement, sans réserve. Cette confiance était la fondation sur laquelle tout le reste se construisait. « Sergent Cole !» Une voix s'éleva derrière la foule. Tous se retournèrent pour voir le général Michael Donovan revenir. Cette fois, il n'était pas seul. 3 civils l'accompagnaient, leur posture et leur vigilance trahissant autre chose que de simples fonctionnaires. Megan les identifia immédiatement. Renseignements. Très probablement du contre-espionnage ou de la DIA, le même genre de personne qui l'avait débriefé après Black Owl, avant de la faire disparaître derrière une identité de couverture. « Nous devons parler en privé », dit le général. Ils se déplacèrent vers une salle de conférence sécurisée du centre de commandement, laissant les chiens sous la supervision de Thomas Grant. Une fois la porte verrouillée, l'une des civiles, une femme aux cheveux prématurément grisonnants et aux yeux bruns perçants, posa une tablette sur la table. « Handler 7 », commença-t-elle sans détour. « Je suis Laura Whitman, directrice à la Defense Intelligence Agency. Nous devons discuter de Handler 3 et des renseignements que nous avons reçus concernant sa localisation. » L'écran afficha des images satellites d'un complexe isolé dans la province d'Anbar, en Irak. Megan reconnut immédiatement le terrain. À moins de 80 km de l'endroit où Black Owl avait tourné au désastre. « Evan Brooks est détenu ici », poursuivit Whitman en zoomant sur un bâtiment précis. « Nous avons confirmé via des sources locales qu'il est vivant, mais son état se dégrade. » Elle releva les yeux. Le groupe qui le détient ignore sa véritable identité. Pour eux, ce n'est qu'un soldat américain parmi d'autres. Précieux pour la propagande, mais pas assez important pour justifier une sécurité renforcée. « Comment a-t-il survécu ?» demanda Megan, la voix parfaitement maîtrisée. « Je l'ai vu tomber. L'explosion, les tirs. Il n'y avait aucune issue. Il a été capturé, pas tué, » expliqua Laura Whitman. Il a passé 6 mois dans un hôpital de campagne à se remettre de ses blessures, puis a été transféré de site de détention en site de détention. Nous ne l'avons identifié qu'il y a 2 semaines, grâce à une reconnaissance faciale sur une vidéo de propagande. Elle fit glisser l'image. Il a perdu beaucoup de poids et semble avoir subi des lésions permanentes à la jambe gauche, mais il est vivant. Le général Michael Donovan se pencha en avant. La fenêtre d'extraction est étroite. Nos renseignements indiquent qu'il sera déplacé de nouveau dans les 10 prochains jours, probablement vers un endroit hors de notre portée. Nous devons agir vite. Il croisa les mains. Mais une opération spéciale conventionnelle signerait probablement son arrêt de mort. À l'instant où ils comprendront que nous venons spécifiquement pour lui, ils le tueront plutôt que de nous laisser réussir. Megan étudia le plan du complexe, son esprit déroulant déjà des scénarios tactiques. « Il vous faut une diversion, dit-elle, quelque chose qui capte toute leur attention pendant que la véritable extraction a lieu. »« Il nous faut des protocoles Night Pack, » répondit Whitman sans détour. « Des chiens capables d'infiltrer avant les équipes humaines, de semer la confusion et d'identifier Evan Brooks sans alerter ses geôliers sur son importance. Mes chiens d'origine sont à la retraite et brisés, » répondit Megan. « Et ces 17-là sont excellents, mais ils n'ont qu'une journée d'entraînement avancé derrière eux. C'est précisément pour cela que vous ne les enverrez pas. » « En effet, » confirma Donovan. « Vous partirez comme conseillère auprès de l'équipe SEAL chargée de l'extraction. Votre connaissance des modes opératoires de Brooks, de ses signaux, de la manière dont il tenterait de communiquer s'il savait qu'un sauvetage est en cours. Tout cela peut faire la différence entre la réussite et l'échec. » Megan sentit le poids familier d'un choix impossible s'abattre sur elle. Cela faisait 3 ans qu'elle se cachait précisément de ce genre de mission. Celle où tout peut basculer en une fraction de seconde. Celle où des vies dépendent de décisions prises presque instinctivement. « Il y a autre chose, » ajouta Whitman. Elle fit apparaître une nouvelle image, une photo granuleuse tirée d'un site de propagande. « Regardez ses mains. » Megan se pencha, son souffle se coupa.
Marcus formait un signe de la main, subtil, suffisamment discret pour passer inaperçu aux yeux de ses gardiens, mais immédiatement reconnaissable pour quiconque connaissait les protocoles de Nightpack. Le signal du 7, répété 3 fois. « Il sait que vous êtes vivante », dit Whitman doucement. D'une manière ou d'une autre, il a compris que vous aviez survécu, et il essaie de vous envoyer un message. Le silence tomba dans la pièce. Pendant 3 ans, Megan avait cru être l'unique survivante de Nightpack. La culpabilité de cette survie l'avait hantée chaque jour. Découvrir maintenant que Marcus était en vie, prisonnier, peut-être torturé, attendant un secours qui ne venait pas, fit voler en éclats tout ce qu'elle avait tenté de mettre à distance. « Quand » demanda-t-elle simplement. « Décollage dans 72 heures, répondit Donovan. Cela vous donne 3 jours pour préparer ces chiens à opérer sans vous et pour briefer l'équipe SEAL sur les protocoles Nightpack qu'ils pourront utiliser sur le terrain. 3 jours, répéta Megan. Vous me demandez de condenser des années d'entraînement en 3 jours. Nous vous demandons de faire ce que vous avez fait ce matin, répliqua Donovan. L'impossible. Megan se leva et se dirigea vers la fenêtre. De là, elle voyait Thomas Grant faire travailler les 17 chiens sur des exercices de base. Ils étaient bons, courageux, doués. Mais Nightpack avait été plus que cela. C'était une fusion entre capacités humaines et canines qui dépassait les cadres militaires classiques. « J'aurais besoin d'une autonomie totale, dit-elle enfin. Aucune interférence, aucun doute exprimé, aucun protocole d'entraînement traditionnel. Elle se tourna vers eux. Si je dois préparer ces chiens et former une équipe SEAL en 3 jours, je devrais faire des choses qui paraîtront insensées à quiconque regardera. Accordé, répondit Donovan sans hésiter. Et je dois pouvoir choisir mon équipe de soutien, des personnes capables de poursuivre l'entraînement pendant que je serai déployé. Toute la base est à votre disposition. Megan se détourna de la fenêtre. Alors je le ferai. Elle marqua une pause. Mais comprenez bien ceci. Les protocoles Nightpack ne concernent pas uniquement l'entraînement des chiens. Ils reposent sur un changement fondamental de notre manière de penser, le partenariat homme-animal au combat. Son regard était dur, déterminé. Ce que vous allez voir dans les 3 prochains jours remettra en question tout ce que vous croyez possible. Whitman se leva, rassemblant sa tablette. « Handler 7, dit-elle. J'étais membre du comité qui a dissous Nightpack après Black Owl. Nous pensions que le programme était trop non conventionnel, trop dépendant de personnalités spécifiques, plutôt que de systèmes reproductibles. » Elle inspira lentement. Après ce que j'ai vu ce matin, j'ai compris que nous avions tort. Nightpack n'était pas une question de chiens ou de conducteurs pris séparément. C'était ce qui se produisait quand les bons conducteurs trouvaient les bons chiens, et qu'on leur donnait la liberté d'explorer tout le potentiel de ce lien. Elle s'arrêta sur le seuil. Ramener Evan Brooks à la maison. Après le départ des officiers du renseignement, Megan et le général Donovan retournèrent sur les terrains d'entraînement. Une scène inattendue s'y déroulait. Les 17 chiens avaient cessé leurs exercices formels. Ils étaient assis en cercle autour du master sergent Thomas Grant, agenouillé au centre, visiblement frustré. « J'ai fait exactement ce que vous m'avez montré », disait Thomas Grant à Ranger. « Le signal de la main, le motif du sifflet, tout. Pourquoi tu ne réagis pas ?» Ranger pencha légèrement la tête, observa Grant un long instant, puis tourna délibérément le regard vers Megan. Les 16 autres chiens firent exactement la même chose. Le message était limpide. Grant maîtrisait les gestes techniques, mais il n'était pas leur conductrice. Il n'avait pas gagné leur confiance dans le feu. Megan s'approcha du cercle. Immédiatement, l'attention des 17 chiens se fixa sur elle. Leur posture changea. Plus tendue, plus engagée, prête à l'action. Grant le vit et comprit. « Il ne travaille que pour vous », dit-il sans amertume, avec un intérêt purement professionnel. « Même si je reproduis exactement vos gestes, il refuse d'accepter mes directives. » « C'est la première leçon des protocoles Nightpack, » expliqua Megan. « Il ne s'agit pas d'ordre, mais de communication. » Elle observa les chiens. « Ils n'obéissent pas, ils participent à une conversation. Montrez-moi. » Megan fit un geste presque imperceptible de la main gauche tout en déplaçant légèrement son poids sur son pied droit. Ranger se leva aussitôt et se dirigea vers Shadow, touchant l'oreille du berger allemand de son museau. Shadow aboya 2 fois,
une tonalité précise, un rythme exact, et sans aucune autre intervention humaine, toute la meute se réorganisa en 3 groupes distincts. « Vous ne leur avez pas ordonné de faire ça, » constata Grant. « Vous avez simplement suggéré quelque chose à Ranger, et ils ont réglé le reste entre eux. » Exactement. Les protocoles Nightpack reconnaissent que les chiens disposent déjà d'un système de communication bien plus sophistiqué qu'on ne le pense. Megan se tourna vers les observateurs. Au lieu d'écraser ce système avec des ordres humains, nous nous y intégrons. Nous faisons partie de la conversation de la meute au lieu d'en être les dictateurs. Le colonel Richard Hale était revenu avec les 3 pilotes qu'il avait promis. Ils observaient la scène avec fascination. L'une d'entre eux, la capitaine Amanda Wright, s'avança. « Pourriez-vous leur apprendre à reconnaître nos appareils, à comprendre que lorsqu'ils entendent nos moteurs, le soutien arrive ?» Megan étudia la pilote, notant la curiosité sincère plutôt que le scepticisme. « Mieux que ça, capitaine. » Elle esquissa un sourire. « Je peux leur apprendre à vous guider vers les cibles. » Au cours des 3 heures suivantes, Megan démontra des techniques qui frôlaient l'inimaginable. Elle apprit à Ranger à distinguer, à partir d'enregistrements sonores, la différence entre un F-22 et un F-16, puis à indiquer quel appareil approchait en se basant uniquement sur le bruit du moteur. Elle montra à Shadow comment utiliser un pointeur laser fixé à son harnais pour désigner des cibles à l'appui aérien. Elle entraîna les 2 labradors à tirer des mannequins, blessés, vers des fumigènes de couleur, marquant ainsi des points d'évacuation médicale pour les hélicoptères entrants. Lorsque le soleil commença à décliner, projetant de longues ombres sur le terrain d'entraînement, la foule s'était élargie à du personnel venu de toute la base. La rumeur courait qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire à l'unité cynophile, quelque chose qui remettait en question tout ce que l'on croyait savoir sur les chiens militaires. Jason Reynolds observait depuis des heures. Lorsque l'entraînement formel prit fin, il s'approcha de Megan, une question le travaillant visiblement. « À Kandahar, quand vos chiens nous ont trouvés, ils ne se sont pas contentés de nous guider vers la sortie. » Il hésita. L'un d'eux, un berger allemand avec une oreille abîmée, a neutralisé un engin explosif sur notre itinéraire d'évasion. Je l'ai vu déplacer des fils avec les dents, avec une précision incroyable, comme s'il savait exactement ce qui se passerait en cas d'erreur. Comment est-ce possible ? Le regard de Megan se fit lointain. C'était Ghost. Elle inspira lentement. Il avait observé les équipes de déminage des dizaines de fois. Il avait appris à reconnaître des schémas. Pas seulement l'apparence des engins, mais leur logique de construction, l'emplacement habituel des déclencheurs. Elle secoua la tête. Il ne pouvait pas neutraliser des dispositifs complexes, mais des plaques de pression simples, des fils pièges. Il les comprenait suffisamment pour les rendre inoffensifs quand il le fallait. Vous êtes en train de me dire qu'un chien s'est enseigné le déminage par simple observation ? Je vous dis que les chiens sont capables d'apprendre bien plus que ce que nous leur permettons. Megan soutint son regard. Ce sont nos présupposés qui les limitent. Nightpack a supprimé ces limites. La nuit tomba sur la base de Nellis. Le terrain d'entraînement était désormais vide, silencieux. Megan se tenait seule avec les 17 chiens. Le lendemain viendraient les observateurs du Pentagone, la démonstration officielle qui déciderait si les protocoles Nightpack seraient adoptés ou relégués au rang d'anomalie. Dans 3 jours, elle partirait pour aider à sauver Evan Brooks, sans savoir si elle reviendrait. Mais ce soir, il n'y avait que ce moment. 17 chiens qui avaient prouvé être capables de l'extraordinaire. Ranger s'approcha et s'assit à côté d'elle, s'appuyant légèrement contre sa jambe, dans un geste de camaraderie qui dépassait toute relation professionnelle. « Vous avez été formidables, aujourd'hui, » murmura-t-elle. Tous les 17. Ranger répondit par un léger gémissement, bientôt repris par les autres, formant un chœur grave et doux qui se mêlait au vent du désert. C'était leur manière de dire qu'ils étaient prêts. Prêts pour la suite. Le matin suivant se leva avec cette clarté presque irréelle propre aux régions désertiques. Un ciel limpide, une lumière tranchante, sans compromis. À 7h30 précise, la zone de démonstration était prête. Parcours d'obstacles, générateur de fumée,
Mannequins dissimulés, simulant des blessés, dispositifs électroniques recréant des scénarios de combat réalistes. Le public n'avait rien de comparable à ce que la base de Nellis avait jamais accueilli. 3 généraux, 2 amiraux, un représentant du bureau du secrétaire à la défense, des dizaines de responsables militaires, d'analystes du renseignement et d'opérateurs des forces spéciales arrivés dans la nuit. Ils prenaient place sur des gradins temporaires installés pour l'occasion. Certains affichaient un scepticisme assumé. D'autres, une curiosité aiguë, presque fébrile. Megan se tenait devant eux, en uniforme impeccable. Les 17 chiens étaient alignés derrière elle, formation parfaite, immobilité absolue. Elle avait passé l'essentiel de la nuit à se préparer, pas seulement sur le plan technique, mais mentalement. Elle savait que ce qui allait suivre serait disséqué, remis en question, pesé à l'aune de décennies de doctrine militaire. Le général Michael Donovan prit la parole pour l'introduction. « Mesdames et messieurs, ce que vous allez voir est une démonstration de capacité cynophile avancée développée selon les protocoles Nightpack. » Il marqua une pause. Ces techniques ont été considérées comme perdues après la dissolution de l'unité originale. La sergente Cole, anciennement Handler 7, va vous montrer non seulement qu'elles peuvent être retrouvées, mais qu'elles peuvent être transmises à des chiens militaires des standards, en un temps remarquablement court. Un amiral au premier rang, la poitrine lourde de décorations acquises sur 40 années de service, leva la voix. « Sergente, j'ai examiné les rares archives existantes sur Nightpack. Elles décrivent des capacités qui frôlent le fantastique. Des chiens opérant seuls derrière les lignes ennemies, menant des reconnaissances comparables à celles d'unités humaines d'élite, prenant même des décisions tactiques sans intervention de leur conducteur. » Il plissa les yeux. « Soyons honnêtes, cela ressemble à des exagérations. » Megan soutint son regard sans ciller. « Avec tout le respect que je vous dois, amiral, ce sont des euphémismes. » Un murmure parcourut les gradins. Nightpack a accompli des choses qui n'ont jamais été officiellement documentées, car jugées trop sensibles ou trop incroyables pour figurer dans des rapports standards. Elle fit un pas de côté. Aujourd'hui, avec 17 chiens ayant reçu moins de 24 heures d'entraînement avancé, je vais vous en montrer une infime partie. Elle se tourna vers les chiens et émit un unique coup de sifflet, bref, grave. Instantanément, ils se dispersèrent dans la zone de démonstration. Pas de précipitation, pas d'hésitation, chaque mouvement était dirigé vers un objectif précis. Ce qui suivit, durant l'heure suivante, pulvérisa toutes les attentes des observateurs. Ranger mena une équipe de 5 chiens dans ce qui ressemblait, sans exagération possible, à un assaut coordonné contre une position ennemie simulée. Ils n'avançaient pas en ligne droite, ils utilisaient les couverts, se protégeaient mutuellement. Certains se plaçaient en position d'appui pendant que d'autres progressaient. Lorsqu'ils rencontrèrent un mannequin équipé d'un gilet explosif factice, Shadow s'approcha avec une précision chirurgicale et déconnecta les fils dans le bon ordre à l'aide de ses crocs. Un comportement appris la veille au soir seulement. Les 2 labradors démontrèrent des procédures d'évacuation médicale. Ils traînèrent les mannequins blessés non seulement vers des zones sûres, mais vers des emplacements précisément balisés par des marqueurs de couleur. Rouge pour critique, jaune pour urgent, vert pour stable. Ils effectuèrent même un triage rudimentaire, consacrant plus de temps aux blessés critiques, afin de faciliter leur prise en charge, tout en mettant les cas stables à l'abri. Mais le moment qui fit réellement se lever plusieurs généraux de leur siège survint lors de la démonstration de coordination air-sol. La capitaine Amanda Wright fit passer son F-16 au-dessus de la zone, tandis que les chiens fouillaient un complexe de bâtiments simulés. Sans la moindre instruction humaine directe, Shadow activa le désignateur laser fixé à son harnais et marqua une cible sur un bâtiment abritant des mannequins représentant des combattants ennemis. Le faisceau resta parfaitement stable sur la cible pendant 15 secondes, le temps exact requis pour l'acquisition et la frappe de précision, malgré des tirs simulés et des explosions retentissant autour du chien. Comment sait-il maintenir le laser exactement 15 secondes ? Demanda le représentant du secrétaire à la défense. Parce que c'est le temps dont les pilotes ont besoin pour l'acquisition et le tir, répondit Megan simplement. Il a appris cette durée par répétition et renforcement positif. Mais surtout,
Il en comprend le sens. Elle désigna Shadow. Il sait que maintenir ce faisceau, c'est éliminer une menace, et qu'éliminer la menace, c'est protéger la meute. La démonstration se poursuivit avec des scénarios toujours plus complexes. Les chiens distinguèrent civils et combattants grâce à des marqueurs olfactifs. Ils cartographièrent l'intérieur de bâtiments et communiquèrent la configuration par des séquences d'aboiements spécifiques. Ils exécutèrent des diversions coordonnées pendant que d'autres membres de l'équipe atteignaient leurs objectifs. Lorsque la démonstration prit fin, le silence s'abattit sur les gradins. Enfin, l'amiral qui s'était montré sceptique au départ se leva et s'adressa directement à Megan. « Sergente Cole, j'ai servi dans les forces armées pendant 40 ans. J'ai vu la technologie transformer le champ de bataille de façon que nous n'aurions jamais imaginée. » Il marqua une pause, visiblement ému. « Mais ce que vous nous avez montré aujourd'hui pourrait bien être l'avancée la plus significative en matière de combat terrestre que j'ai jamais observée. » Il regarda les chiens alignés, calmes, attentifs. Ce ne sont plus de simples chiens militaires. Ce sont des partenaires capables de réfléchir, de s'adapter, de résoudre des problèmes. Le général Michael Donovan se leva pour s'adresser à l'Assemblée. La vraie question n'est pas de savoir si cela fonctionne. Nous l'avons tous vu. Il laissa son regard balayer les gradins. La question est de savoir si nous sommes prêts à accepter cette évolution. Les protocoles Nightpack remettent en cause nos hypothèses les plus fondamentales sur l'intelligence animale et ses limites. Ils nous obligent à cesser de considérer les chiens militaires comme des outils et à les reconnaître comme des membres d'équipe à part entière, dotés de compétences propres et d'une capacité de décision. Une discussion animée s'ensuivit. Certains officiers, ancrés dans une vision plus traditionnelle, dénonçaient ce qu'ils appelaient une anthropomorphisation dangereuse des animaux. D'autres, au contraire, ne pouvaient ignorer les avantages tactiques flagrants de ce qu'ils venaient d'observer. Pendant tout ce temps, Megan resta silencieuse auprès des 17 chiens. Sans qu'aucun ordre ne soit donné, ils reprirent leur formation, s'assirent parfaitement immobiles, attentifs, comme s'ils comprenaient que leur avenir se décidait à cet instant précis. Finalement, le représentant du secrétaire à la défense se leva. « Sergente Cole, si nous autorisons l'extension de ce programme, combien de chiens pourraient être entraînés à ce niveau ?» Megan prit le temps de réfléchir. « Cela dépend de plusieurs facteurs, monsieur. Tous les chiens ne possèdent pas la flexibilité cognitive nécessaire au protocole Nightpack, et tous les conducteurs ne sont pas capables de considérer un chien comme un partenaire plutôt que comme un subordonné. » Elle inspira calmement. « Mais de manière conservatrice, d'ici 1 an, nous pourrions disposer de 50 équipes K9 pleinement opérationnelles à ce niveau. D'ici 5 ans, cela pourrait devenir la norme pour toutes les unités cynophiles militaires. Et les conducteurs, pouvez-vous former d'autres personnes à faire ce que vous faites ? J'ai déjà commencé, monsieur. » Megan désigna Thomas Grant, Jason Reynolds, Emily Parker et plusieurs autres observateurs. L'essentiel est de sélectionner des personnes capables de mettre de côté leurs idées reçues sur les limites animales. Des gens capables de lire les chiens aussi bien que les chiens nous lisent. Les hauts responsables se retirèrent pour délibérer à huis clos, laissant Megan et les chiens seuls sur la zone de démonstration. Ranger sentit sa tension et se rapprocha, appuyant discrètement contre elle. Les autres chiens restèrent calmes, vigilants, comme s'ils pressentaient l'importance du moment. 30 minutes plus tard, le général Donovan revint avec la décision. Le secrétaire à la défense a autorisé l'expansion immédiate du programme Nightpack. Sa voix était ferme. Vous disposerez de ressources complètes, d'installations dédiées et de l'autorité nécessaire pour sélectionner du personnel dans toutes les branches des forces armées. Il marqua une pause. Votre priorité absolue sera de préparer une équipe pour la mission d'extraction. La seconde consistera à mettre en place une filière de formation reproductible sur d'autres bases. Un mélange de soulagement et de responsabilité submergea Megan. Nightpack allait renaître, non plus comme une unité fantôme opérant dans l'ombre, mais comme une évolution officiellement reconnue des capacités militaires. Une dernière chose, ajouta Donovan. Votre grade ne reflète pas votre rôle réel ni votre niveau d'expertise. À effet immédiat, vous êtes promu Master Sergent, avec un dossier de Warrant Officer accéléré. Il la fixa droit dans les yeux.
Nightpack a besoin d'un chef capable de prendre des décisions sans avoir à solliciter en permanence l'approbation de personnes qui ne comprennent pas les capacités en jeu. L'annonce provoqua un murmure parmi le personnel présent. Passer de sergente à master sergent était déjà exceptionnel. L'évocation d'un statut de warrant officer suggérait que l'armée était en train de créer une fonction entièrement nouvelle, taillée sur mesure pour Megan. Alors que la foule commençait à se disperser, le colonel Richard Hale s'approcha. Son expression mêlait respect professionnel et humilité personnelle. « Master Sergent Cole, je vous dois plus que des excuses. » Il baissa légèrement la voix. « Ce matin, j'incarnais tout ce qui ne va pas dans notre façon d'évaluer les compétences. J'ai jugé l'apparence plutôt que la capacité réelle. » Il inspira profondément. « Ces 23 personnes sont en vie parce que vous avez désobéi à mes ordres. Et ce programme existe parce que vous avez refusé d'accepter les limites que je tentais de vous imposer. » Megan le regarda un instant. « Mon colonel, vous avez réagi avec les informations dont vous disposiez. Mon identité de couverture était conçue pour paraître insignifiante. Vous ne pouviez pas savoir ce que vous aviez réellement sous les yeux. »« Peut-être, » répondit Hale, « mais j'aurais dû reconnaître la compétence quand elle s'est manifestée. » Il secoua la tête. « Quand ces chiens ont refusé d'évacuer, quand vous avez interprété leur comportement et compris quelque chose que le reste d'entre nous ne percevait pas. J'aurais dû vous faire confiance au lieu de me réfugier derrière le grade et la pensée conventionnelle. » Ranger s'approcha et s'assit devant Hale, levant légèrement le museau avec une expression presque malicieuse. Le colonel s'agenouilla et tendit la main. Ranger la renifla, puis y posa un unique coup de langue. « Je pense que ça veut dire que tout est réglé, » dit Megan avec un léger sourire. Ranger ne garde pas rancune. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chiens font parfois de meilleurs partenaires que les humains. Au cours des 2 jours suivants, la base de Nellis se transforma en épicentre d'une révolution dans les opérations cynophiles militaires. Des conducteurs venus d'autres bases affluèrent pour des formations intensives sur les protocoles Nightpack. Des officiers du renseignement analysèrent les vidéos des démonstrations, identifiant des applications possibles pour divers scénarios de combat. Des ingénieurs commencèrent à concevoir du matériel spécifiquement adapté à des chiens opérant à ce nouveau niveau de capacité. Et au cœur de tout cela, 17 chiens et une conductrice avaient redéfini ce que signifiait réellement combattre, ensemble. Megan travailla jusqu'à l'épuisement, enchaînant des journées de 18 heures à enseigner, démontrer, consigner chaque protocole, chaque nuance, chaque intuition avant son départ. Elle mit en place une hiérarchie claire, Thomas Grant comme second, épaulé par Jason Reynolds, Emily Parker et 6 autres personnels ayant montré une compréhension instinctive de la dynamique homme-chien. La veille de son déploiement vers l'Afghanistan, Megan resta longtemps assise dans l'enclos cynophile, seule avec les 17 chiens. Il semblait le savoir. Ranger ne la quittait pas d'une semelle, restant à portée de contact, comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il laissait trop d'espace. Les autres s'étaient alors disposés en cercle protecteur autour d'elle. Leur exubérance habituelle avait disparu, remplacée par une attention grave, presque cérémonielle. « Je reviendrai », murmura-t-elle. Elle savait pourtant que ce genre de promesse était dangereux dans son métier. « Grant poursuivra votre entraînement. Vous continuerez à apprendre, à évoluer. » Elle passa la main sur la tête de Ranger. « Et quand je serai de retour, nous montrerons au monde ce que Nightpack peut vraiment accomplir. » Shadow s'approcha alors, quelque chose serré entre les dents. Une challenge coin. Au premier regard, Megan pensa qu'il s'agissait de l'une de celles qui avaient circulé pendant les démonstrations. Puis elle reconnut le motif. La pièce noire, la tête de loup argentée, le chiffre 7, celle que le général Donovan lui avait rendue, celle du chef SEAL de Kandahar. D'une manière ou d'une autre, Shadow l'avait récupérée dans ses quartiers et l'avait rapportée ici. « Tu veux que je l'emporte avec moi ?» murmura-t-elle, « pour me porter chance. » La queue du chien remua une seule fois, brièvement. Confirmation silencieuse. Megan glissa la pièce dans sa poche. Son poids familier lui rappela tout ce qu'elle tentait de préserver et de reconstruire. Jason Reynolds arriva pour la conduire jusqu'au tarmac, où un avion de transport militaire attendait moteur coupé. « Les SEAL que tu vas briefer comptent parmi les meilleurs. »
dit-il alors qu'il traversait la base plongée dans l'obscurité. Mais ils n'ont jamais travaillé avec quelqu'un comme toi, ni avec des tactiques comme celles de Nightpack. Ils n'ont pas besoin de devenir Nightpack, répondit Megan. Ils doivent simplement comprendre que le champ de bataille possède des dimensions qu'on leur a appris à ignorer. Elle fixa la route devant eux. Marcus est encore en vie parce qu'il avait compris ça. Maintenant, je dois les aider à le comprendre aussi. Sur le tarmac, le général Donovan les attendait, aux côtés de Laura Whitman et d'un commandant SEAL dont le nom ne fut jamais donné. Le niveau de compartimentation était tel que même les identités devenaient superflues. « Handler 7, dit simplement le commandant SEAL. Mon équipe a étudié tout ce qui existe sur les opérations originales de Nightpack. Nous sommes prêts à intégrer vos recommandations tactiques, même si elles sortent complètement des cadres habituels. » Megan apprécia cette franchise. « Commandant, ce que je vais proposer semblera parfois insensé. » Elle parla sans détour. « Utiliser des chiens errants comme capteurs de reconnaissance, lire les comportements animaux pour localiser des positions ennemies. Suivre des itinéraires empruntés par la faune plutôt que des axes tactiques humains. » Elle soutint son regard. « Vos hommes devront faire confiance à des instincts qu'on leur a appris à réprimer. Si cela permet de ramener Evan Brooks vivant, répondit le commandant, alors nous suivrons un lapin jusqu'au fond de son terrier. » Les moteurs de l'appareil prirent vie. Megan jeta un dernier regard vers la base de Nellis. Quelque part, dans l'enclos cynophile, 17 chiens levaient probablement la tête vers le ciel, reconnaissant le son de son départ. Dans 72 heures, elle reviendrait avec Marcus, ou pas du tout. Mais quoi qu'il arrive, Nightpack continuerait. L'incendie du matin avait ravivé quelque chose que 3 années de dissimulation n'avaient jamais réussi à éteindre. Le vol vers l'Afghanistan dura 14 heures, avec une escale sur une base avancée en Allemagne. Pendant le trajet, Megan briefa l'équipe SEAL sur tout ce dont elle se souvenait. Les habitudes opérationnelles de Marcus, ses signaux préférés, les moyens subtils par lesquels il tenterait de communiquer s'il savait qu'un sauvetage était en cours. Elle leur enseigna les signaux manuels de base de Nightpack, ceux que Marcus reconnaîtrait même après 3 années de captivité. Lorsque l'avion survola enfin les montagnes afghanes, Megan repensa malgré elle à cette dernière mission. Black Hole, ils avaient été sûrs d'eux. Convaincus que l'alliance entre renseignement humain et instinct animal les rendait intouchables. L'embuscade leur avait prouvé le contraire, pas sur le concept, sur leur vulnérabilité à une trahison venue de l'intérieur. « Handler 7, dit doucement le commandant SEAL en s'asseyant à côté d'elle. J'ai besoin de comprendre une chose. Le rapport officiel indique que Nightpack a été entièrement éliminé. Vous étiez déclarée morte au combat avec les autres. » Il hésita. « Comment avez-vous survécu quand le reste de votre unité n'y est pas parvenu ?» Megan fixa le paysage brutal sous l'aile de l'appareil. « Nous avons été trahis. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait du poids. « Quelqu'un a transmis notre position aux talibans. L'embuscade était conçue spécifiquement pour neutraliser les tactiques de Nightpack. » Elle ferma brièvement les yeux. Il savait viser les chiens en premier, séparer les conducteurs de leurs animaux. Elle inspira lentement. Dans le chaos, Marcus et moi avons été repoussés hors de la zone principale. Je l'ai vu tomber. J'ai cru qu'il était mort. Sa gorge se serra imperceptiblement. Titan, Ghost et Blade m'ont retrouvé dans les montagnes. Nous avons passé 6 jours à échapper aux patrouilles, en ne nous déplaçant que la nuit, en faisant confiance à leur sens plutôt qu'à n'importe quelle technologie. « Et vous n'avez jamais cherché à savoir qui vous avait trahi ?» demanda le commandant. Megan resta silencieuse un instant. « Chaque jour, pendant 3 ans, j'y ai pensé. Chercher la vérité aurait révélé que j'étais en vie. » Megan parlait d'une voix basse, maîtrisée. « Et cela aurait mis une cible dans le dos de tous ceux qui m'ont aidé à disparaître. Parfois, le prix de la vérité dépasse la valeur de la justice. » Le complexe de la province de Helmand ressemblait trait pour trait aux images satellites, un ensemble de bâtiments en briques de terre, ceints de murs anciens qui avaient résisté à des siècles de conflits. L'équipe SEAL observait depuis une position dissimulée à 2 km, tandis que Megan étudiait le terrain à l'aide d'optiques spécialisées.
Là, murmura-t-elle en désignant un segment du mur est. Vous voyez les chiens couchés à l'ombre ? Le commandant hocha la tête. Ce ne sont pas des chiens errants placés au hasard, ils sont disposés comme des sentinelles. Elle plissa les yeux. Les talibans ont appris en combattant Nightpack. Ils utilisent désormais des chiens comme système d'alerte précoce. Le commandant assimila l'information. Vous pouvez les neutraliser ? Megan esquissa un sourire dur. Les neutraliser ? Elle secoua la tête. Non, commandant, je vais les recruter. Les 48 ins des Watts. Et aux 40 heures suivantes furent les plus atypiques préparatifs d'opérations spéciales que quiconque dans l'équipe ait jamais vus. Megan ne se concentra pas sur le complexe lui-même, mais sur les animaux qui vivaient autour. Elle observa les déplacements des chiens locaux, distingua ceux qui servaient réellement de garde de ceux qui n'étaient que des charognards, et surtout repéra ceux qui portèrent les traces d'un entraînement militaire antérieur. Ce croisé berger allemand, dit-elle en pointant un chien balafré qui restait près du bâtiment où Marcus était probablement détenu. Regardez la position de ses oreilles quand un véhicule approche. Il a cru qu'il a été entraîné, probablement capturé à une unité de l'armée nationale afghane. Elle marqua une pause. Il n'est pas loyal aux talibans. Il survit. La deuxième nuit, Megan fit quelque chose qui mit mal à l'aise même les SEALs les plus aguerris. Elle quitta seule la position d'observation et s'enfonça dans l'obscurité. Mais elle n'approcha pas directement du complexe. Elle décrivit un large cercle, déposant de petites caches de nourriture mêlées à des odeurs spécifiques, à des endroits précis. Elle traçait une piste. Pas pour des humains. À l'aube, 3 des chiens du complexe avaient quitté leur poste et suivi cette piste jusqu'à un oued, à 500 mètres des murs. Megan les y rejoignit. Ce qui suivit aurait semblé relever de la magie pour quiconque ignorait les protocoles Nightpack. À l'aide de signaux de la main, de postures corporelles et de respiration contrôlée, elle communiqua avec eux. Pas des ordres. Une négociation, un échange d'informations entre espèces, au-delà de toute compréhension conventionnelle. Lorsqu'elle rejoignit l'équipe SEAL, elle apporta un renseignement crucial. Marcus est dans le bâtiment nord-ouest, au 2e étage. Elle parla calmement. Il est blessé, mais encore mobile. Il y a 17 gardes. Seulement 6 sont réellement vigilants. Les autres fument du hashish. Le commandant la fixa, incrédule. Les chiens vous ont dit ça. Les chiens distinguent les odeurs humaines individuelles. Ces 3-là vivent dans ce complexe depuis des mois. Ils connaissent chaque personne qui s'y trouve. Elle sortit un tissu. Je leur ai montré une étoffe imprégnée de l'odeur de Marcus, récupérée parmi ses effets personnels. Ils ont indiqué le bâtiment où cette odeur était la plus forte. Elle ajouta « Ils m'ont aussi montré quelles gardes ils évitent et lesquels ils approchent pour obtenir de la nourriture, les violents et les paresseux. Vous êtes en train de me dire que vous avez obtenu une évaluation tactique de chiens errants. Je vous dis que les animaux collectent en permanence des informations que nous ignorons. » Megan soutint son regard. Les protocoles Nightpack nous ont simplement appris à y accéder. L'opération de sauvetage débuta à 3 heures, heure locale. Mais elle ne commença pas avec les SEALs. Elle commença avec les 3 chiens que Megan avait recrutés. Ils retournèrent dans l'enceinte, mais ne reprirent pas leurs postes habituels. En suivant les schémas que Megan leur avait montrés, ils provoquèrent des perturbations méthodiques. L'un renversa un baril de carburant. Un autre déclencha une bagarre avec les chiens de garde du côté opposé au bâtiment de Marcus. Le 3e, le croisé berger allemand, accomplit quelque chose d'extraordinaire. Il se rendit devant le bâtiment de Marcus et aboya 3 fois, selon un rythme précis. L'ancien signal de Nightpack, allié en approche. Dans sa cellule, Marcus entendit le signal. Son cœur se mit à battre à tout rompre pour la première fois depuis 3 ans. Il se traîna jusqu'à la fenêtre, sa jambe endommagée, hurlant de douleur. Dans la cour en contrebas, il vit le berger allemand le fixer droit dans les yeux. Le chien leva une patte et la maintint levée exactement 3 secondes. Le signal personnel de reconnaissance de Handler 7. Marcus sut alors qu'Ashley était en vie et que le sauvetage était imminent. Rassemblant ce qui lui restait de force, il commença à faire du bruit du côté opposé de sa cellule, attirant l'attention de ses gardiens loin de l'axe par lequel il savait que l'assaut viendrait. L'entrée de l'équipe SEAL fut rapide et chirurgicale.
Avec les gardes désorganisés par le chaos créé par les chiens et Marcus détournant activement l'attention de l'intérieur, ils atteignirent sa cellule en moins de 90 secondes. Au moment où la porte céda, Marcus prononça le code d'authentification de Nightpack, s'identifiant comme allié malgré son apparence méconnaissable. Ils l'exfiltrèrent par un itinéraire, que le croisé berger allemand leur indiqua lui-même. Le chien avait identifié l'itinéraire comportant le moins de gardes. Lorsqu'ils atteignirent le point d'extraction, Evan Brooks aperçut une silhouette en tenue tactique, immobile près de l'hélicoptère. Malgré les lunettes de vision nocturne et l'équipement de combat complet, il reconnut immédiatement la posture, la manière de tenir son arme. « 7 » dit-il, la voix brisée par 3 années de captivité. Megan se retourna et retira ses lunettes. « 3. Il t'a fallu assez longtemps pour signaler ta position. » Malgré tout, Evan éclata de rire. « Tu as toujours été impatiente. Lorsque l'hélicoptère s'éleva, le croisé berger allemand resta à la lisière du complexe, les observant s'éloigner. Megan lui avait proposé de venir, mais il avait choisi de rester, de poursuivre son travail de perturbation de l'intérieur. Certains guerriers trouvaient leur champ de bataille dans des lieux inattendus. Le vol de retour vers la base avancée se déroula dans un silence presque total, seulement interrompu par les gestes précis de l'équipe médicale s'occupant d'Evan. Ses blessures étaient graves, mais non mortelles. Plus important encore, son esprit était intact. 3 années de captivité n'avaient n'en dit pas brisé le conducteur de Nightpack qu'il était. « Ils m'ont dit que vous étiez tout mort », murmura-t-il lorsque les médecins eurent stabilisé son état. « Ils m'ont montré des photos du site de l'embuscade, des plaques d'identification, tout. Ils m'ont raconté la même chose à ton sujet, » répondit Megan. « Nous étions censés mourir cette nuit-là. Quelqu'un voulait que Nightpack disparaisse. » Evan hocha lentement la tête. « Je sais qui. J'ai eu 3 ans pour assembler les pièces, les schémas, le timing, les tactiques spécifiques utilisées contre nous. » Il leva les yeux vers elle. C'était le colonel David Harrison, notre propre commandant opérationnel. Un froid brutal s'installa dans la poitrine de Megan. Harrison, celui qui l'avait recruté pour Nightpack, celui qui avait défendu le programme face aux sceptiques. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « L'argent. Les talibans lui ont offert 50 millions de dollars pour l'élimination de Nightpack. » Evan serra les dents. « Nous étions trop efficaces. Nous démantelions leur réseau plus vite qu'ils ne pouvaient s'adapter. Alors, ils ont acheté la seule chose qu'ils ne pouvaient pas vaincre. » Il marqua une pause. « La trahison interne. La vérité resta suspendue entre eux, lourde de conséquences. »« Harrison doit payer, » dit Evan d'une voix basse. « Il paiera, » répondit Megan. « Mais pas par la vengeance, par la résurrection. » Elle inspira profondément. Chaque équipe Nightpack que nous formerons, chaque vie sauvée, chaque mission réussie prouvera que ce qu'il a tenté de détruire dépassait sa trahison. Sa voix se durcit. Il a fait tuer 7 conducteurs et 28 chiens, mais il n'a pas tué l'idée. À l'approche de la base, Megan aperçut les lumières de la piste, les équipes médicales prêtes à intervenir. Et, à sa grande surprise, un écran de liaison vidéo affichant la base de Nellis. Sur l'écran, 17 chiens étaient assis en formation parfaite, Thomas Grant debout, à leur côté. « Ils ont insisté pour attendre », expliqua Grant à travers la liaison. « Ils n'ont pas bougé de la formation depuis 6 heures. D'une façon ou d'une autre, ils savaient que vous reveniez. » Ranger aboya une seule fois à travers l'écran. Evan inspira brusquement. Ce ton, c'est l'aboiement de commandement de Titan. Exactement la même durée, la même inflexion. Ranger l'a appris à partir des vidéos de Titan, expliqua Megan. Ces 17 chiens portent en eux ce que Nightpack a initié. Elle esquissa un léger sourire. Ils ne remplacent ni personne, ils sont l'évolution suivante. L'hélicoptère se posa. Tandis que les équipes médicales emmenaient Evan vers l'hôpital, Megan resta un instant sur le tarmac, contemplant une dernière fois les montagnes afghanes. Elle était venue sauver un homme. Elle repartait en ayant refermé un chapitre qui la hantait depuis 3 ans. 2 jours plus tard, de retour à Nellis, l'enclos cynophile était devenu un lieu de passage quasi symbolique. Des militaires de toute la base venaient donc voir les 17 chiens qui avaient sauvé 23 vies et déclenché une révolution dans les opérations cynophiles militaires. Mais surtout, ils venaient comprendre
qu'il s'était trompé sur les limites du possible. Evan, malgré ses blessures, insista pour rencontrer les chiens. On le conduisit en fauteuil roulant jusqu'au terrain d'entraînement, où les 17 étaient déjà assis, l'attendant. Ranger s'avança le premier, lentement, prudemment, conscient que l'homme en face de lui était blessé. Il s'assit devant le fauteuil et tendit la patte. « Il connaît ton équipe », expliqua Megan. « Je leur ai montré des vidéos de la Night Pack originale. Ils connaissent notre histoire. » Evan serra la patte du chien avec gravité, puis leva les yeux vers Megan, les larmes aux cils. « Ils n'essayent pas de remplacer nos chiens. » Sa voix se brisa. « Ils leur rendent hommage. » Un à un, chacun des 17 chiens s'approcha pour saluer Evan. À la fin, il se retrouva entouré d'une nouvelle meute, une meute qui avait choisi de porter un héritage qu'elle n'avait jamais connu directement, mais qu'elle comprenait instinctivement. Le général Michael Donovan arriva avec une annonce destinée à transformer les forces armées pour les décennies à venir. Les chefs d'état-major interarmés ont approuvé l'implémentation complète des protocoles Night Pack dans toutes les branches. Il sourit légèrement. D'ici 5 ans, chaque unité cynophile militaire aura des conducteurs formés selon ces méthodes. Il fixa Megan. Handler 7, on vous demande de diriger cette transformation. Megan regarda les 17 chiens. Evan, vivant, malgré tout, et la foule de militaires qui avaient cessé de voir des chiens comme de l'équipement pour commencer à les considérer comme des partenaires. Mon général, je le ferai. Elle marqua une pause. À une condition. Son regard se fit ferme. Ce programme ne doit pas se limiter à entraîner les chiens différemment. Il s'agit de transformer notre façon de penser le partenariat, la compétence et la nature même de l'intelligence, conclut Megan. Elle leva la tête. J'ai besoin d'une autonomie totale pour remettre en question chaque postulat, briser chaque barrière traditionnelle et démontrer que l'alliance entre l'humain et l'animal peut accomplir ce qu'aucun des deux ne pourrait réaliser seul. Accordé, répondit Donovan sans la moindre hésitation. Tout ce dont vous aurez besoin. Ce soir-là, tandis que le soleil s'enfonçait derrière le désert californien, Megan se tenait dans l'enclos cynophile. À ses côtés, Evan Brooks dans son fauteuil roulant. Autour d'eux, les 17 chiens disposés en cercle. Un peu en retrait, Thomas Grant, Jason Reynolds, Emily Parker, Richard Hale et des dizaines d'autres témoins de la transformation observaient en silence. « Night Pack n'a jamais été une question de chiffres », déclara Megan, ni des 7 conducteurs, ni des 28 chiens officiellement recensés. Elle balaya l'assemblée du regard. Il s'agissait de prouver que lorsque nous cessons d'imposer nos propres limites aux autres espèces, lorsque nous apprenons à communiquer plutôt qu'à simplement commander, nous découvrons des capacités que nous n'aurions jamais cru possibles. Son regard se posa sur Max, immobile, parfaitement droit. Son pelage portait encore les traces de sa course à travers les flammes. Ces 17 chiens n'ont pas seulement sauvé 23 vies. Sa voix se fit plus grave. Ils ont sauvé une idée. Ils ont prouvé que Night Pack n'était ni une anomalie, ni un accident. C'était un aperçu de ce qui devient possible lorsque nous avons le courage de considérer les animaux comme des partenaires, et non comme des outils. Evan prit alors la parole. Sa voix était faible, mais ferme. Il y a 3 ans, Handler 7 et moi avons vu notre unité mourir parce que quelqu'un croyait Night Pack trop dangereux pour exister. Il inspira profondément. Aujourd'hui, je la vois renaître, plus forte, pas comme une unité secrète opérant dans l'ombre, mais comme une transformation de la manière dont toute l'armée envisage le partenariat entre l'homme et l'animal. Comme s'il comprenait la portée du moment, Max aboya une fois. Les 16 autres chiens se joignirent à lui. Leurs voix s'élevèrent en un chœur parfaitement synchronisé. Ce n'était pas un simple bruit, c'était intentionnel, presque cérémoniel. Le signal de fin de mission de Night Pack, appris à partir de vidéos transmis par Megan, et désormais façonné par leur propre courage, celui qui les avait poussés à courir dans le feu. La foule commença lentement à se disperser à mesure que la nuit tombait. Mais Megan resta, avec Evan et les chiens. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux entraînements, de nouveaux doutes à surmonter. Mais ce soir, elle s'autorisa cet instant.
Il y a autre chose, murmura Evan. Dans le complexe, j'ai entendu les gardes parler. Il leva les yeux vers elle. Harrison est toujours en vie. Il travaille comme contractant militaire en Syrie, protégé par l'argent qu'il a gagné grâce à notre trahison. L'expression de Megan ne changea pas, mais Max et plusieurs autres chiens ajustèrent légèrement leur position, réagissant à une tension imperceptible pour les humains, mais évidente pour eux. Ils pensent que Nightpack est morte, poursuivit Evan. Il ignore tout de ce qui s'est passé ici aujourd'hui, de ce que tu as bâti. Tant mieux, répondit Megan calmement. Qu'il le croit, qu'il pense avoir gagné. Elle posa la main sur Max. Un jour, quand des équipes Nightpack opéreront sur tous les théâtres, quand ce qu'il a tenté de détruire sera devenu une doctrine militaire standard, il comprendra que la trahison ne peut pas tuer une idée dont le moment est venu. Max se rapprocha et s'appuya contre sa jambe. Les autres chiens restèrent immobiles, mais leur vigilance indiquait qu'ils percevaient l'importance de l'échange. Pour l'instant, continua Megan, nous construisons. Nous formons des conducteurs. Nous développons les protocoles. Nous prouvons encore et encore que cela fonctionne. Elle leva les yeux. Le jugement d'Harrison viendra non pas de nous, mais du poids de l'histoire. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le terrain d'entraînement, le téléphone satellite de Megan vibra. Elle lut le message. Son expression changea immédiatement. Evan reconnut ce regard, celui des jours d'opération. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Elle lui tendit l'écran. « Handler Z. Nous avons détecté des comportements de meute inhabituels dans 3 zones de conflit, correspondant à des schémas Nightpack, possibles autres survivants. Investigation autorisée. Directrice Whitman. » Les yeux d'Evan s'écarquillèrent. « Tu crois que d'autres membres de notre unité ont survécu ? Je pense que Nightpack était plus vaste que nous ne l'imaginions, » répondit Megan. 7 conducteurs et 28 chiens, c'était le chiffre officiel. Elle secoua lentement la tête. Mais combien d'équipes non officielles ont été formées ? Combien ont appris nos méthodes, puis ont disparu dans leurs propres opérations fantômes quand l'unité a été dissoute ? Les implications donnaient le vertige. Nightpack n'était peut-être pas morte cette nuit-là en Afghanistan. Elle s'était peut-être dispersée, enfouie, active ailleurs. Megan regarda les 17 chiens qui avaient déclenché cette résurrection. « Demain, dit-elle, nous commençons à nous préparer à une autre possibilité. Nous ne reconstruisons peut-être pas Nightpack à partir de zéro. Nous rassemblons peut-être des fragments dispersés qui opèrent en silence, attendant le signal pour se réunir. » Max aboya de nouveau. Cette fois, l'écho ne vint pas seulement des 16 chiens autour d'eux. Il se propagea à travers la base. Des chenils militaires, des logements, même au-delà des clôtures, chiens dressés, animaux de compagnie, errants. Un appel qui se répandit comme une onde. Ce n'était ni un ordre appris, ni un comportement conditionné. C'était l'instinct. La meute appelant la meute.